L'histoire commence avec une fille nommée Lily, qui réveille doucement notre protagoniste, Zenos, de son sommeil. Alors qu'il cligne des yeux pour chasser les restes de sommeil, Lily est déjà dans la cuisine, préparant calmement du thé, comme si ce rituel matinal tranquille était quelque chose qu'ils avaient partagé des centaines de fois auparavant. Nous apprenons rapidement que dans ce monde, un guérisseur de premier ordre n'est pas seulement quelqu'un qui soigne les blessures, c'est une personne ayant le pouvoir de remodeler le monde lui-même. Dans le royaume de RZ, les guérisseurs jouent un rôle clé dans l'ascension du pays, leur influence est si grande qu'ils ont contribué à écrire l'histoire même de la nation. Les guérisseurs sont très respectés, ayant obtenu leur statut grâce à des décennies de progrès dans l'expansion du royaume. La plupart d'entre eux se rassemblent à l'Institut médical royal pour étudier, maîtriser la magie complexe de guérison et obtenir leur licence avant de commencer officiellement leur carrière. Mais ils ne suivent pas tous le chemin traditionnel. Quelque part dans ce royaume, il y a un guérisseur qui n'a pas de diplôme, pas de formation formelle et pas de licence, et c'est Zenos. Nous passons ensuite à une scène où Zenos termine avec un patient. Après le traitement, l'homme paie et le remercie sincèrement. Zenos s'en moque, lui disant que tant qu'ils peuvent se permettre le prix, il guérira n'importe qui. Une fois l'homme parti, Lily demande s'il sort pour des visites à domicile aujourd'hui. Zenos confirme que oui, mais promet d'être de retour avant la tombée de la nuit. Lily sourit et lui dit qu'elle préparera le dîner pour son retour. Zenos s'en va et dès que la porte se ferme, elle se concentre sur la préparation du repas du soir. Alors que Lily est encore en train de cuisiner, Carmilla passe pour voir comment elle va. Lily s'excuse, disant que la nourriture n'est pas encore tout à fait prête, et Carmilla se penche pour voir ce qui est en train de cuire, et il s'avère que c'est du ragoût. Carmilla a déjà hâte de dîner, mais Lily lui dit de ne pas s'inquiéter, elle gère la situation. Après tout, elle est la future mariée de Zenos. En entendant cela, Carmilla recule avec un sourire paresseux et décide de se rendre dans sa chambre et de se détendre. Office peu de temps après, Zofia se présente à la clinique à la recherche de Zenos. Lily lui fait savoir qu'il est en visite à domicile, alors Zofia décide d'attendre quand même. Mais elle a soupiré parce qu'elle est venue tôt, espérant passer un moment seule avec lui. Mais elle n'était pas la seule à y avoir pensé, car Linga arrive bientôt aussi, à la recherche de Zenos. Lily lui donne la même réponse, et Linga fait la moue, visiblement déçue, car elle prévoyait de frotter sa queue sur Zenos et de l'étouffer avec son affection. Zofia suggère de rentrer chez elle puisqu'elle est déjà ici à attendre, mais Linga ne renonce pas si facilement et elle va attendre aussi. Leur rivalité commence à s'intensifier, mais Lily les interrompt toutes les deux. Calme mais ferme, elle leur rappelle que c'est son travail d'attendre Zenos, pas le leur. Puis, pile au bon moment, Lo défonce la porte comme si elle était chez elle et dit qu'elle est là pour s'amuser avec Zenos. Lily lui donne aussi la mise à jour habituelle, mais lui dit de réparer la porte qu'elle a cassée avant d'entrer. Lo avance et dès qu'elle entre, elle est surprise de voir tout le monde déjà réuni. Elle regarde autour d'elle et plaisante en disant que c'est peut-être la cuisine de Lily qui les a tous attirés. Mais les autres rejettent rapidement cette idée. Et il précise qu'elle est la seule à se présenter pour manger. Plus tard, nous voyons que Lily est presque à la fin de sa cuisine, et avec un petit sourire, elle ajoute son mélange d'herbes secrètes dans le ragoût. Elle se tourne ensuite vers les autres, et leur dit qu'ils attendraient tous Zenos avant de commencer le dîner, les invitant à se joindre également. Ils ont accepté sans hésitation, et Lily avait hâte de manger ensemble. Mais juste avant de s'asseoir, elle est sortie chercher le linge qui séchait dehors, laissant les autres avec l'odeur du ragoût flottant dans l'air, ce qui les rendait fous. Lo et Linga ont échangé un regard, ce genre de regard qui disait « juste un petit goût ne fera pas de mal ». Et en quelques secondes, ils étaient dans la cuisine, cuillères à la main. Dès qu'ils l'ont goûté, leur maîtrise d'eux-mêmes a disparu. Ils continuaient à dire qu'ils goûtaient juste, pas vraiment, en train de manger, mais même Zofia pouvait voir qu'ils mentaient effrontément. Elle les a avertis que Lily allait les détruire si elle découvrait la vérité, mais après une bouffée de ce ragoût, même elle n'a pas pu résister. Dehors, Lily fredonnait doucement, pliant le linge sous le soleil de l'après-midi, complètement inconsciente du crime culinaire qui se déroulait dans sa cuisine. Ensuite, nous voyons que les filles réalisent que le ragoût a été entièrement dévoré, alors elles commencent à se blâmer les unes les autres pour l'avoir terminé, et dans un moment de panique, elles décident de faire semblant de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Réalisant que le déni ne résoudra pas le problème, elles conviennent de préparer un autre repas à la place. Zofia propose de recommencer en ajoutant de nouveaux ingrédients ou pot, mais à ce moment-là, Lily entre et les surprend en train de chuchoter, entourant le pot comme une bande de voleurs. Coupés à la table à manger, et les filles étaient assises là, raides comme des statues. Lily n'a pas crié, elle n'en avait pas besoin. Son regard faisait tout le discours. Quand elle a calmement demandé ce qui s'était passé, elles se sont effondrées rapidement. L'une a blâmé l'odeur, une autre a dit que ses mains bougeaient toutes seules, et elles ont toutes commencé à se chamailler à nouveau. Voyant ce spectacle, Lily devient contrariée et les avertit que s'ils continuent à se chamailler, Zenos sera furieux. Elle se lamente qu'elle voulait passer un moment tranquille avec Zenos et le reste d'entre eux en paix, et les filles se sont rapidement excusées. Promis de l'aider avec la cuisine. Mais Lily révèle ensuite qu'elle n'a préparé que suffisamment d'ingrédients pour ce soir.
Juste à ce moment-là, Carmilla fait irruption, furieuse qu'ils aient consommé tout son ragoût. Linga s'excuse immédiatement et les autres font rapidement de même. Carmilla exige de savoir comment ils comptent se faire pardonner en suggérant à moitié en plaisantant qu'elle pourrait devoir dévorer leurs âmes en guise de représailles. Lily intervient, insistant pour qu'on lui apporte les ingrédients manquants et le groupe accepte à la hâte, se dispersant pour les rassembler. Après tout ce bazar, Lily réalise avec un soupir qu'elle vient aussi d'utiliser le dernier de son ingrédient secret. Carmilla, toujours à proximité, lève un sourcil et demande si elle n'est pas en colère contre les autres pour avoir mangé. Tout. Lily s'en moque, disant qu'elle n'est pas si en colère, et Carmilla la regarde simplement comme si elle était une sorte de sainte. Carmilla ajoute même que si elles avaient dévoré non seulement son ragoût mais aussi son vin, elle aurait pu les maudire. Lily rit nerveusement, pas totalement sûre si Carmilla plaisante. Mais ensuite, elle se demande si elle pourra cuisiner à nouveau avant le retour de Zenos. Pendant ce temps, en ville, Zenos marche dans les rues quand il aperçoit une fille demi-humaine se tenant le ventre de douleur. Peu après, son maître se montre et révèle qu'elle est son esclave. Il exige de savoir où elle est allée et elle explique qu'elle a souffert d'un mal de ventre et est allée dans une clinique pour obtenir de l'aide, mais ils l'ont renvoyée car elle n'avait pas l'argent pour payer le traitement. Enragée qu'elle ait privilégié son confort personnel au travail, son maître la traîne comme un outil cassé plutôt qu'une personne. Zenos continue de regarder alors que l'homme la traîne jusqu'à un cimetière et la jette littéralement au sol comme des ordures. Il se moque d'elle, dit que ce genre d'endroit sale convient à une demi-humaine comme elle, ne voyant clairement pas l'esprit que sa cruauté vient d'éveiller. Il lui donne un coup de pied dans le ventre à nouveau, exigeant qu'elle se lève et commence à creuser des tombes. Mais elle n'a même pas la force de répondre. Pourtant, il ignore sa douleur et lui dit que si elle veut manger, elle ferait mieux de déterrer quelque chose de précieux. Puis il se retourne pour partir, la laissant là, allongée dans la poussière. Mais avant qu'il puisse aller loin, elle craque. Possédée par un esprit, la fille se met soudainement à attaquer, le frappant assez fort pour faire couler le sang, si bien que maintenant c'est lui qui, paniqué, il trébuche en arrière et court directement vers Zenos, suppliant de l'aide et disant que son esclave est devenu fou. Mais Zenos ne bronche même pas et dit à l'homme de s'écarter et écoute, tandis que l'homme désigne son esclave. En la voyant, Zenos demande calmement ce qu'il lui a exactement fait. Le gaz explique qu'il lui a simplement dit de reprendre son travail, et lorsque Zenos demande de quel travail il s'agit, l'homme commence à éluder, ment à ce sujet et dit que ce n'est que du travail à la ferme. Ensuite, il change de ton, se plaignant d'être blessé et d'avoir besoin d'une assistance médicale. Et il offre même de l'argent à Zenos s'il arrête la fille. L'esclave possédé attaque alors le maître, mais Zenos intervient pour le protéger. Il interroge l'esclave, lui demandant pourquoi elle est si en colère. En réponse, elle lui lance des pierres qu'il esquive habilement. Impressionné par son agilité, le noble incite Zenos à tuer l'esclave, mais Zenos refuse, insistant sur le fait que son devoir en tant que soigneur est de préserver la vie. Le noble admet qu'il est un homme de haut statut et avertit que si ce chaos continue, il finira par rencontrer sa fin. Et il envisage d'acheter un nouvel esclave si elle meurt de toute façon. Non découragé, Zenos jure qu'il sauvera toutes les vies qu'il peut, fermement engagé dans son rôle de guérisseur. L'esclave lui lance alors une énorme pierre, mais Zenos, utilisant une amélioration mystérieuse, la brise à main nue. Le noble, regardant avec incrédulité, se demande quel genre de guérisseur peut posséder une telle force. L'esclave reprend immédiatement son attaque à une vitesse fulgurante, faisant douter Zenos qu'elle n'est pas n'importe quelle demi-humaine ordinaire. Elle l'attaque avec ses griffes, mais il parvient à se défendre avec une barrière protectrice, pour seulement remarquer que la force des coups l'a gravement blessé. Malgré ses blessures, l'esclave continue de bouger, chaque mouvement alimenté par une haine pure et débridée, et il se rend compte qu'elle doit être possédée. En se rapprochant, Zenos se prépare alors qu'elle plante ses dents en lui. Dans ce moment surréaliste, il est surpris par l'idée que les fantômes ne peuvent pas seulement posséder, mais aussi engager des conversations décontractées, ou du moins, cela semble être le cas. Déterminé, il canalise sa magie curative pour soigner ses blessures, tout en exorcisant simultanément l'esprit malveillant qui s'est emparé d'elle. Pendant qu'il travaille, il ne peut s'empêcher de se demander quel genre de travail agricole rendrait quelqu'un si vulnérable à une possession fantomatique. Une fois l'exorcisme terminé, il murmure qu'il a fini pour la journée. Le noble est stupéfait de voir que Zenos a facilement guéri le pied écrasé de l'esclave. Désespéré, il supplie Zenos de le sauver aussi, rappelant à Zenos qu'il est guérisseur. Zenos répond calmement que son travail pour la journée est terminé et qu'il devra le faire demain, ce à quoi le noble rétorque que d'ici là, il serait déjà mort. Imperturbable, le noble insiste pour un traitement immédiat et Zenos le prévient que le prix sera élevé. Le noble fouille dans tout l'argent qu'il a sous la main, insistant que cela devrait suffire. Mais Zenos secoue la tête et dit que ce n'est pas assez. Le noble se plaint que les frais sont déjà plus élevés que le prix du marché, ajoutant qu'il ne s'en sortira pas indemne si Zenos facture illégalement. Mais Zenos lui dit qu'il est un guérisseur sans licence. Le noble est surpris d'apprendre que de tels guérisseurs existent
et Zénos commente sèchement que c'est une affaire louche, un peu comme le pillage de tombes. Le noble essaie de feindre l'ignorance, mais Zénos voit clair en lui et déclare que le reste des honoraires sera sous forme des documents de l'esclave. Le noble semble indifférent et accepte cet accord, puis part après avoir été guéri. Après le départ du noble, l'esclave se réveille lentement. Elle est surprise de voir Zénos au-dessus d'elle et son estomac se tord encore de douleur. Elle lui demande qui il est et il révèle franchement qu'il est Zénos et qu'il vient de l'acheter. Il lui demande ensuite son nom et elle murmure que c'est Tilly. Zénos lui ordonne alors de se déshabiller, expliquant qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour elle et qu'il doit vérifier son état physique soigneusement. Tilly hésite un instant, mais comprenant qu'elle n'a pas le choix, elle obéit. Alors que Zénos l'examine, il remarque que son canal biliaire est obstrué par des calculs biliaires et sévèrement enflammé. Zénos révèle ensuite qu'il avait soupçonné cela et il a également observé qu'elle présente des symptômes de jaunisse, alors il l'a suivie. Il la guérit en quelques secondes et elle lui demande ce qu'il vient de faire. Calmement, il répond qu'il a ouvert son abdomen, enlevé les calculs biliaires et refermé. Elle est choquée car il n'y a pas de chant, pas de symbole magique et d'une manière ou d'une autre, aucune cicatrice. Il a agi comme si ce n'était pas grave, disant que n'importe quel guérisseur pourrait le faire. Mais elle ne s'est pas laissé faire, et il lui a dit clairement que non, il ne pouvait absolument pas. Tilly l'a ensuite remercié du fond du cœur, toujours incertaine de savoir comment elle pourrait lui rendre l'appareil. C'est alors qu'il a mentionné qu'il avait une tâche pour elle. Elle n'a même pas hésité, et lui a dit qu'elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour lui rendre l'appareil. Alors, il lui a donné un dessin d'une herbe, et a demandé si elle pouvait la trouver. Elle a dit qu'elle pouvait, lui a dit de venir, et peu de temps après, nous la voyons trouver l'herbe exacte pour lui. Il s'avère que c'est la même que celle que Lily avait utilisée plus tôt dans sa cuisine. Il l'a remerciée pour cela, mais elle a minimisé, disant que c'était facile, et honnêtement, elle pensait qu'il allait demander quelque chose de complètement différent. Zénos lui a alors dit que sa part était terminée, mais elle ne sentait pas que c'était suffisant. Il n'était pas d'accord, lui disant qu'en règle générale, il n'accepte que des compensations qui correspondent à l'effort qu'il fournit. Elle ne pensait toujours pas avoir fait quelque chose qui mérite ce genre d'aide. Mais il lui a dit la vérité. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire sans elle. Puis, sans attendre, il a déchiré son contrat et lui a dit qu'elle était libre de choisir sa propre voie maintenant. Elle a admis qu'elle ne savait pas encore quelle serait cette voie. Pourtant, mais elle finirait par comprendre, et quand elle le ferait, elle reviendrait lui faire savoir. Cela ne le dérangeait pas, et il lui souhaita bonne chance, et lui dit de revenir le voir si jamais elle se blessait. Plus tard dans la nuit, il est rentré chez lui. Lily l'a accueilli en lui disant que le dîner n'était pas encore prêt. À ce moment-là, les 3 voleurs de nourriture sont revenus de leur collecte d'ingrédients, et ils ne pouvaient pas s'empêcher de se demander pourquoi ils étaient même là. Ils ont gardé le silence sur le fait d'avoir déjà mangé sa part. Et Lily a décidé de préparer quelque chose de nouveau. Zénos est entré dans une autre pièce, et dès que Carmilla l'a vu, elle a souri parce qu'elle pouvait dire que quelque chose était différent, comme si elle pouvait littéralement sentir une autre femme sur lui. Il lui a lancé un regard et lui a dit de se taire. Lily lui demande alors d'attendre pendant qu'elle prépare le dîner, mais il l'arrête et elle comprend rapidement parce qu'il veut vraiment du café noir. Et elle lui dit qu'elle va le préparer tout de suite. Nous sommes ramenés à l'époque où Zénos faisait partie d'un prestigieux groupe d'aventuriers connu sous le nom de Golden Phoenix, mais tout a changé le jour où leur chef, Aston, lui a lancé une pièce d'or, comme un maître jetant des restes à un serviteur. Sans une once d'hésitation, Aston a déclaré que Zénos ne faisait plus partie du groupe. Il l'a traité de poids mort, affirmant que le groupe prospérerait plus vite sans quelqu'un comme lui pour les ralentir. De retour, Zénos savait mieux. Au fond, il était le ciment qui tenait cette équipe imprudente ensemble. Mais Aston s'en fichait. La vérité, c'est que Zénos avait été recruté uniquement pour agir comme un bouclier sacrificiel, quelqu'un dont personne ne pleurerait la mort sur le champ de bataille. Maintenant que le groupe était devenu puissant, Aston croyait qu'il n'avait plus besoin de Zénos. Zénos a essayé de lui faire entendre raison, en soulignant que la seule raison pour laquelle ils en étaient arrivés là était parce qu'il était toujours là pour les soigner après les décisions stupides d'Aston. Mais Aston l'a rabroué, se moquant de sa magie de guérison grossière et non autorisée et disant que n'importe quel guérisseur à moitié décent pourrait le remplacer. Ailleurs, caché dans l'ombre d'une ruelle crasseuse, un couple de marchands d'esclaves était en train d'essayer de maîtriser une fille elfe. La femme détestable a rappelé à l'homme laid d'être doux, car les elfes sont incroyablement rares et valent plus si elles sont intactes. Le type l'avait déjà immobilisé, mais Lily, malgré tout, n'allait pas se laisser faire facilement. Elle a donné un coup de pied dans ses bijoux de famille, et pendant qu'il se pliait de douleur, elle s'est échappée. Elle a presque réussi, mais l'homme a attrapé son arc et a tiré une flèche directement dans sa cheville. Lily s'effondra au sol, incapable de courir, et le salaud la rattrapa rapidement. Il essaya de la maîtriser à nouveau, mais elle lui mordit la main comme un chien enragé, le forçant à la poignarder juste pour se dégager. Libre. C'est à ce moment-là que Zénos est entré dans la ruelle et a vu la scène, Lily saignant par terre, à peine consciente. Il a regardé les deux salauds et a demandé s'ils étaient les responsables. Ils n'ont même pas essayé de le nier. Ils lui ont dit de dégager, lui rappelant que l'esclavage était parfaitement légal ici. Lily était leur propriété,
et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient d'elle. Zenos comprend la situation. Techniquement, ils avaient raison par la loi, donc ses mains étaient liées. Mais ensuite, il pensa à quelque chose. Il mit la main dans sa poche, sortit la même pièce d'or qu'Aston lui avait lancée et proposa d'acheter Lily. Ce n'était pas suffisant pour acheter un elfe, même pas un blessé. Mais les commerçants jettent un coup d'œil à Lily, saignant et probablement à quelques minutes de la mort, et décident que ça ne vaut pas la peine de traîner un cadavre au marché. Alors ils ont pris l'argent et sont partis sans un mot de plus. Une fois que ces salauds sont partis, Zenos s'approche de Lily, vérifiant si elle tient toujours le coup. Elle a déjà accepté l'idée de mourir dans une ruelle quelconque, alors elle lui dit de simplement la laisser là et de se sauver lui-même des ennuis. Mais Zenos lui dit calmement qu'elle ne mourra pas aujourd'hui. Lily baisse les yeux sur ses blessures et cligne des yeux avec incrédulité, car ses blessures sont déjà complètement refermées, sans même une cicatrice. Elle le regarde, stupéfaite, et le remercie discrètement, s'excusant de lui avoir fait dépenser sa pièce d'or juste pour la sauver. Mais Zenos s'en moque. De toute façon, il ne voulait même pas garder cette pièce. La tenir lui rappelait Aston, et il préférait oublier que cet enfoiré existait. Il demande à Lily si elle a un endroit où aller, mais elle n'en a pas. Je veux dire, elle était esclave il y a 2 minutes, donc elle n'a pas exactement une maison ou un portefeuille qui l'attend. Elle admet aussi qu'elle est affamée, alors Zenos propose de lui trouver quelque chose à manger, et peut-être de lui trouver des vêtements décents en chemin. Il finit par l'emmener dans un petit restaurant à proximité, et lui acheter une nouvelle tenue avant qu'ils arrivent. Pousse. Lily sourit de toutes ses dents tandis qu'elle mange avec appétit, adorant chaque bouchée de son premier vrai repas depuis bien longtemps. Mais après un moment, elle remarque que Zenos n'a rien commandé pour lui-même. Alors elle lui demande pourquoi et il lui dit qu'il n'a tout simplement pas faim. Mais la vérité, c'est qu'il est complètement fauché. Il a dépensé tout ce qu'il avait pour sa nourriture et ses vêtements. Et depuis qu'il a été expulsé du Golden Phoenix, il va devoir trouver une solution rapidement avant de se retrouver à mourir de faim dans la rue. Alors qu'ils sont assis là, un gars entre en titubant, le bras en sale état, brûlé et saignant, visiblement blessé, et à en juger par son apparence, il a eu des problèmes et a à peine réussi à s'en sortir. Zenos le regarde discrètement, analysant les dégâts. À en juger par le trou dans le bras et les bords brûlés, il semble que le gars y pris un coup d'un pistolet magique. Heureusement, c'est un homme lézard, et leur corps se régénère assez bien tout seul. Mais même ainsi, cette blessure est profonde. S'il n'est pas traité, cela pourrait prendre des jours pour se refermer, et il serait dans une douleur constante tout le temps. Alors Zenos lève la main et lance un sort de guérison, et après quelques secondes, la plaie se referme comme si elle n'avait jamais existé. L'homme se fige, regarde son bras comme neuf, puis se tourne vers Zenos avec des yeux écarquillés, demandant qui il est. Avant que Zenos ne puisse parler, Lily intervient et déclare fièrement qu'il est un guérisseur légendaire. Le gars n'en a jamais entendu parler, mais il est manifestement impressionné et reconnaissant, alors il s'en moque vraiment. Il donne ensuite quelques pièces à Zenos en guise de remerciement et promet de faire passer le mot à propos de Zenos. Au début, Zenos ne comprend pas pourquoi le gars vient de lui donner de l'argent. Puis, ça lui vient. Les guérisseurs facturent généralement leur service. Cette étincelle allume quelque chose dans son cerveau et il commence à réfléchir. S'il joue bien ses cartes, il pourrait commencer une nouvelle vie en tant que guérisseur à plein temps. Mais il y a un problème. Comme il vient des quartiers pauvres, obtenir une licence officielle de guérison n'est pas vraiment possible. Et s'il ouvre une entreprise légitime, il devra faire face aux impôts, aux permis, aux inspections, toute la paperasserie. Et comme un homme sage a dit un jour, l'évasion fiscale n'est pas un crime, c'est un acte de survie. Alors oui, Zenos quitte le réseau. Il va diriger sa clinique clandestinement, guérisseur à louer, sans poser de questions. Lily ne comprend pas vraiment tout ce que Zenos dit, mais s'il est sérieux à propos de l'ouverture d'une clinique, elle veut y participer. Zenos s'arrête, réfléchissant. Diriger une clinique clandestine sans permis n'est pas exactement légal, et entraîner un enfant dans quelque chose comme ça ne semble pas bien. Mais Lily lui rappelle qu'il l'a techniquement acheté, donc selon les règles de ce monde tordu, cela fait de lui son maître maintenant, ce qui signifie qu'elle reste à ses côtés, peu importe combien de règles sont pliées ou brisées. Zenos ne l'a pas acheté pour la posséder, il ne voulait simplement pas qu'elle saigne dans une ruelle. Mais Lily lui donne une vérité cruelle, elle n'a nulle part où aller, et s'il l'abandonne, elle sera probablement récupérée et vendue à nouveau, donc ce serait de sa faute. Finalement, Zenos soupire et cède en lui disant qu'elle peut l'accompagner, et Lily promet immédiatement de le servir de tout son corps, ce qui fait presque étouffer Zenos, et lui demande de ne pas rendre cela si effrayant. Bref, premièrement, si Zenos veut s'installer, il doit trouver un toit où dormir. Alors, il emmène Lily dans l'un des quartiers les plus louches et oubliés de la ville. L'endroit semble abandonné et presque maudit. Mais c'est exactement ce qu'il cherche. Lily regarde autour d'elle nerveusement et demande pourquoi ils sont même là. Zenos explique que s'il gère une clinique louche dans une ruelle, la dernière chose dont il a besoin, c'est que l'association royale lui mette la pression. Un endroit comme celui-ci est calme, discret et surtout, c'est gratuit. Lily ne peut pas vraiment discuter avec cette logique, mais elle est clairement effrayée. Elle souligne que les quartiers abandonnés comme celui-ci sont réputés pour être infestés de monstres.
en particulier les effrayants. Gentil. Il tombe finalement sur une maison qui est toujours debout et Xynos pense qu'il a touché le jackpot. Mais dès que Lily la voit, elle s'immobilise car cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. Roman, ambiance classique de maison hantée. S'ils n'ont pas de chance, ils pourraient même attirer un spectre. Xynos lève un sourcil peu familier avec le terme. Lily explique que les spectres sont des monstres de type fantôme qui peuvent littéralement transformer quelqu'un en esprit d'un simple toucher. Ils entrent et il fait très sombre, alors Lily propose d'éclairer l'endroit avec un sort de base. Cela surprend Xynos car il ne savait pas qu'elle pouvait utiliser la magie. Mais Lily s'en moque, disant que ce n'est que des trucs simples. Une fois que la pièce s'éclaire, ils peuvent enfin regarder autour d'eux, et honnêtement, c'est aussi mauvais que Lily le craignait. Poussière, toile d'araignée, murs fissurés, c'est un vrai chantier. Mais Xynos est étrangement optimiste. L'endroit semble peut-être maudit, le toit ne fuit pas, et la structure est solide, donc à ses yeux, c'est plus que suffisant pour commencer son nouveau travail. Mais juste au moment où ils pensent avoir trouvé l'endroit parfait, un gros problème apparaît, et il s'avère que la maison a déjà un locataire. Et pas n'importe quel locataire, mais un véritable spectre qui sort de l'ombre et dit à Xynos qu'elle va lui aspirer la vie. Lily commence à paniquer immédiatement, tandis que Xynos pousse juste un soupir, clairement agacé que l'endroit ne soit pas aussi vide qu'il en avait l'air. Carmilla se jette alors sur Xynos sans hésitation, mais il la neutralise instantanément avec une explosion de magie curative qui propulse ses deux bras en arrière. Il s'en fiche, il ne bronche même pas, car comparé aux horreurs qu'il a affrontées dans les labyrinthes avec le Golden Phoenix, Carmilla n'est qu'un autre mardi. À l'époque, chaque fois qu'Aston s'énervait, il jetait Xynos dans le donjon en solo et il rencontrait des spectres tout le temps, donc il en a abattu des douzaines, peut-être même plus de 100 à ce jour. Tu vois, les sorts de guérison ne servent pas seulement à soigner les blessures, ils sont particulièrement redoutables contre les créatures mortes vivantes. Xynos s'excuse alors nonchalamment auprès de Carmilla pour avoir pénétré chez elle, disant qu'il ne savait pas que quelqu'un y habitait déjà. Ici. Mais les options de logement sont inexistantes par ici, alors il demande poliment si elle serait d'accord pour qu'il reste. Carmilla est offensée par l'audace flagrante. Elle est la reine des spectres, et un squatteur quelconque demande s'il peut s'installer chez elle. Alors, elle claque des doigts fantomatiques et convoque toute une bande d'esprits en colère pour le chasser. Xynos soupire encore, puis les frappe tous avec un sort de Maciel qui les efface comme de la craie sur un tableau noir. Maintenant, c'est Carmilla qui panique. Elle a sérieusement sous-estimé ce type et elle est presque convaincue qu'il pourrait simplement l'exorciser hors de l'existence s'il le voulait. Mais Xynos explique qu'il n'est pas là pour se battre. Il a juste besoin d'un endroit pour vivre et traiter des patients. Carmilla sait qu'elle est surpassée, alors elle accepte de laisser à lui et Lily le rez-de-chaussée, mais elle revendique le premier étage comme son territoire. Xynos est satisfait de l'accord, mais Lily essaie de comprendre lequel d'entre eux est le plus terrifiant, Carmilla la reine fantôme ou Xynos le guérisseur qui détruit les esprits sans effort. Quand le matin arrive, Lily commence à s'impatienter. Comme il n'y a pas encore de patients, elle propose de sortir pour faire connaître leur nouvelle clinique. Mais Xynos la dissuade rapidement. S'ils commencent à faire de la publicité au grand jour, l'hôpital royal pourrait découvrir ce qu'ils font. Et ce serait une mauvaise nouvelle. Il lui dit d'être patiente et que quelqu'un finira par arriver bientôt. Et comme par magie, la porte d'entrée grince en s'ouvrant et leur premier client entre. Lily se lève pour les accueillir, seulement pour réaliser que c'est le même type que Xynos a soigné la veille. Xynos a pensé qu'il reviendrait éventuellement car toute personne touchée par un pistolet magique ne suit généralement pas le droit chemin. Et les gens comme ça ont tendance à éviter les hôpitaux légitimes pour des raisons évidentes. L'homme lézard se présente comme Zonde et dit qu'il a besoin que Xynos vérifie sa sœur. Xynos dit qu'il va y jeter un œil, alors Zofia retrousse sa manche et lui montre la blessure superficielle sur son bras. Elle dit que la blessure agit bizarrement depuis hier, et dès que Xynos l'examine, il réalise qu'elle a été touchée par une sorte de poison à base de magie. Zofia demande s'il peut faire quelque chose pour y remédier. Mais comme la blessure n'a pas été soignée toute la nuit, les tissus de son bras sont pratiquement fichus. Xynos lui dit que la meilleure option est de couper le bras entier avant que le poison ne se propage davantage. Zofia n'est pas ravie de l'apprendre, mais elle le prend bien, elle demande combien cela coûtera pour faire la procédure. Xynos lui dit que le prix est d'1 million de wen. Zonde devient fou dès qu'il entend ça, furieux que Xynos demande autant juste pour couper un bras. Il est prêt à se battre, mais Zofia lui dit de se calmer et décide de négocier à la place. Elle essaie de jouer de son influence, demandant si Xynos veut vraiment surfacturer quelqu'un comme elle, Zofia la Tornade. Elle dirige l'une des 3 principales bandes de la région, et Xynos sait exactement qui elle est.
Même ainsi, il ne recule pas. Il ne fait pas de bénévolat, surtout pas quand il s'agit de magie de régénération. Cela surprend Zofia car elle n'a jamais entendu parler d'un guérisseur capable de régénérer un membre entier. Xynos est tout aussi confus car il pensait que la régénération des membres était basique. Il a appris la magie de guérison tout seul, donc il n'a jamais vraiment compris ce qu'on considère comme normal. Mais c'est un détail, et il demande à Zofia si elle veut continuer. Zofia lui donne le feu vert, alors il lui demande de s'allonger et se prépare pour l'opération. Il invoque un scalpel magique, essentiellement une lame faite entièrement d'énergie condensée. Zofia est un peu inquiète car elle n'a jamais vu quelque chose comme ça avant, mais Xynos la rassure en disant qu'il est tranchant comme un rasoir, complètement stérile et idéal pour la chirurgie. Et encore une fois, il est surpris que d'autres guérisseurs ne l'utilisent pas. Il commence par engourdir la zone avec un flux constant de magie de guérison. Une fois que c'est assez atténué, il coupe la partie infectée et se concentre ensuite sur la croissance d'un nouveau bras. Ses mains brillent plus intensément à mesure qu'il augmente l'intensité du sort, reconstruisant tout le membre couche par couche, de l'os à la peau. Zofia regarde son bras fraîchement régénéré avec incrédulité. Elle fléchit ses doigts et est stupéfaite de constater que cela semble complètement naturel. Elle admet que Xynos a certainement mérité son prix demandé, et en bonus, elle propose d'envoyer à l'avenir tous les membres blessés de son équipage vers lui, en avant. Et Xynos n'a aucune objection, tant qu'il paie comme tout le monde. Dans les jours qui suivent, Xynos commence à être inondé de patients de la faction des hommes lézards, et voyant à quel point il a l'air fatigué, Lily décide de lui faire du thé pour l'aider à se détendre. Xynos la remercie d'être attentionnée, mais il remarque qu'elle a apporté 3 tasses au lieu de 2, alors Lily explique que la 3e est pour Carmilla. Xynos doute qu'elle soit intéressée à les rejoindre en bas, mais à sa surprise, Carmilla a en fait un faible pour thé. Tout en sirotant dans un calme relatif, Lily demande à Xynos s'il avait une idée pourquoi les hommes lézards finissaient toujours dans un tel état. D'après les blessures qu'il a soignées, Xynos pense qu'il y a une sorte de guerre de territoire entre des groupes rivaux. Et comme par hasard, la porte d'entrée est défoncée. Une meute de loups-garous fait irruption dans la clinique, et leur chef, Linga, ne perd pas de temps pour annoncer qu'elle est là pour tuer Xynos. Elle s'est affrontée aux hommes lézards pendant des jours, mais peu importe combien elle en blesse, ils reviennent toujours. Alors maintenant, elle veut couper leur récupération à la source. Xynos lui dit calmement qu'il ne travaille pour aucune faction, et préfère ne pas transformer sa clinique en champ de bataille. Mais Linga s'en moque, et elle a déjà donné l'ordre d'attaquer. Son équipe se précipite, mais grâce à la magie défensive de Xynos, rien de ce qu'elle lui lance ne laisse même une éraflure, c'est comme si leurs attaques rebondissaient sur lui comme des cailloux frappant une brique. Mûre, réalisant qu'elle ne peut pas lui faire de mal directement, Linga décide de saccager la clinique à la place, mais c'est un très mauvais choix, car cet endroit n'est pas seulement la clinique de Xynos, c'est aussi la maison de Carmilla, et s'il y a une chose que Carmilla ne tolérera pas, c'est que les gens se mêlent de sa maison. La seconde où les loups-garous aperçoivent Carmilla, toute leur bravoure s'évapore de leur visage car personne sain d'esprit ne veut affronter une spectre, encore moins la reine des spectres. Carmilla était à quelques secondes de les réduire en poussière spirituelle, mais Xynos est intervenu. Il lui a demandé de les épargner, après tout, c'était encore une clinique, pas un lieu d'exécution, et tant qu'il nettoyait les dégâts qu'ils avaient causés, il était prêt à laisser passer. Carmilla leur a lancé un regard mortel, mais a finalement accepté et est remonté à l'étage. Voyant comment même la reine des spectres obéissait à Xynos, le ton de Linga tout entier flippait. Elle s'est mise à genoux, suppliant pardon, promettant de réparer les dégâts et de garder son peuple sous contrôle. Le lendemain, un orc se présente à la porte avec un message. Lu, la chef de la faction orc, veut rencontrer Xynos en personne. Xynos s'est dit que cela finirait par arriver tôt ou tard, étant donné qu'il avait déjà traité avec 2 des chefs de bidonville. Lu était la grande patronne qui dirigeait les affaires parmi les orques et les ogres, et elle s'était fait une fortune en extrayant des pierres magiques grâce à sa seule force brute. S'occuper d'elle n'était pas vraiment idéal, mais d'un autre côté, une fois qu'il aurait réglé les choses avec elle, personne n'oserait plus s'en prendre à sa clinique, alors autant s'en occuper maintenant. Avant de partir, cependant, il s'est arrêté pour demander à l'orc si Lu était assez raisonnable pour vraiment discuter des choses. Dehors, l'orc lui a assuré que Lu était la personne la plus sage et la plus digne qu'il rencontrerait jamais, ce qui semblait prometteur. Mais cela a fait se demander Xynos pourquoi Lu n'est pas simplement venue elle-même. Quand il a demandé, l'orc a expliqué qu'elle ne pouvait pas vraiment bouger pour l'instant, cela ne semblait vraiment pas bon, alors Xynos n'a pas perdu de temps et l'a suivi directement jusqu'à Lu. Ils se sont retrouvés dans une grotte où Xynos a finalement été présenté à Lu. Elle l'a accueilli chaleureusement, mais avant qu'il ne commence, Xynos lui a demandé comment elle avait même entendu parler de lui au départ.
place. Lu a mentionné en passant que les hommes lézards et les loups-garous ne pouvaient s'empêcher de parler d'un guérisseur top secret qu'il n'était pas censé mentionner à qui que ce soit. Il était clair que ses jours en tant que guérisseur clandestin ne dureraient pas longtemps à ce rythme, mais il s'en inquiéterait plus tard. Lu avait entendu dire que Xynos pouvait guérir n'importe quelle blessure pour le bon prix, et elle voulait voir par elle-même s'il était vraiment à la hauteur de sa réputation. Il s'approcha et leva la main vers elle, l'incitant à demander ce qu'il faisait exactement. Xynos a expliqué qu'il ne pouvait voir aucune blessure externe évidente, alors il examinait ses entrailles pour vérifier les dommages internes. Elle semblait plutôt surprise, car apparemment, la plupart des guérisseurs ne savaient pas comment faire cela. Mais Xynos pensait que cela aurait dû être une pratique standard. Après tout, comment diable pourrait-on traiter correctement un patient autrement? Une fois que Xynos a terminé son scan, il a rapidement remarqué quelque chose d'anormal. Il y avait une masse profondément logée dans son estomac, émettant de la mana, ce qui suggérait qu'il s'agissait probablement d'une pierre de mana. Lu confirma sa supposition et expliqua que ce n'était pas une pierre ordinaire. Elle était enchantée avec de la magie explosive, donc si elle essayait de bouger ne serait-ce qu'un peu, tout pourrait exploser. Xynos pensa immédiatement que quelqu'un avait dû tenter de l'assassiner en la glissant dans sa nourriture, ou quelque chose comme ça, mais Lu précisa que ce n'était rien de sinistre. Cela. En fait, elle avait simplement eu très faim, a vu quelque chose qui ressemblait à un onigiri, et a fini par avaler la fichue pierre en accident. Elle a même insisté sur le fait que c'était une erreur honnête que n'importe qui aurait pu commettre. Xynos s'en doutait certainement, mais il n'était pas trop inquiet de toute façon. Après tout, les pierres de mana finissent généralement par sortir d'elles-mêmes. Xynos commençait à partir, mais Lu l'arrêta, disant que les choses n'étaient pas si simples, car lorsqu'elle avait mangé cette fichue pierre de mana, elle l'avait accidentellement mâchée, ce qui signifiait qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant que... Lu avait déjà fait la paix avec l'idée de mourir à cause de sa bêtise, mais elle ne pouvait pas supporter que ces hommes refusent de l'abandonner. Xynos a alors demandé ce qu'elle attendait de lui, et Lu a expliqué qu'elle voulait juste qu'il soit là pour qu'elle puisse lui léguer toute sa fortune, car si elle explosait, l'empire qu'elle avait construit s'effondrerait, et elle préférait que sa fortune aille à quelqu'un de bien plutôt que de tomber entre de mauvaises mains. Apparemment, en faisant des recherches sur Xynos, elle a découvert qu'il facturait des prix élevés pour les soins, mais qu'il ne prenait jamais d'argent pour soigner les enfants, ce qui l'a convaincu qu'il était vraiment un type bien. Lu lui a alors lancé une clé en expliquant que cela lui donnerait accès à son coffre au trésor après sa mort. Mais Xynos n'avait jamais accepté de la laisser mourir au départ, et étant donné qu'elle n'avait pas encore explosé, il savait qu'elle avait dû avaler la pierre assez récemment pour la sauver. Sans réfléchir un instant de plus, il invoqua son scalpel magique et se dirigea directement vers elle. Les hommes de Lu ont d'abord paniqué et ont essayé de l'arrêter, mais avant qu'ils puissent intervenir, Xynos avait déjà agi. En quelques secondes, il avait ouvert l'estomac de Lu, retiré la pierre de mana explosive et guéri sa blessure sans problème. Tout le monde était sans voix alors qu'il leur montrait calmement la pierre dangereuse dans sa main. Mais la pierre était toujours prête à exploser, alors pour protéger tout le monde, Xynos la serrait fermement dans ses mains, contenant la explosion. L'explosion aurait pu facilement anéantir toute la grotte, mais il avait protégé ses mains avec de la magie défensive à l'avance, donc malgré la douleur, il allait bien. Ensuite, Xynos a rendu sa clé à Lu, lui disant qu'il n'était plus nécessaire de faire don de sa fortune. Lu n'arrivait pas vraiment à croire qu'il avait choisi de la sauver au lieu de prendre l'argent, mais Xynos haussa les épaules en disant qu'il ne facturait qu'un prix équitable pour la guérison, donc prendre une fortune entière aurait été excessif. À ce moment-là, Lu a décidé qu'elle aimait vraiment Xynos, lui promettant que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il n'avait qu'à demander et elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour aider. Lui, elle a même proposé de déployer ses guerriers comme garde autour de sa clinique. Mais Xynos a poliment refusé parce que des soldats orques à sa porte attireraient trop l'attention. Quelques jours passèrent et Lily était assise à la réception de la clinique, boudeuse parce que Zofia, Linga et Lu venaient beaucoup plus souvent que habituel. Xynos l'a remarqué aussi car ces trois-là venaient régulièrement, mais aucun d'eux ne semblait blessé. Il a commencé à se demander pourquoi ils prenaient la peine de venir et au début, il a pensé qu'ils étaient probablement juste ennuyés. Mais Carmilla l'a vite corrigé, expliquant que ces femmes étaient clairement amoureuses de lui. Xynos ne pouvait pas comprendre cette idée car à ses yeux, il n'était qu'un guérisseur souterrain ordinaire et rien de spécial, mais Carmilla était confiante qu'elle savait de quoi elle parlait. Lily s'inquiétait à l'idée qu'une de ses filles puisse commencer à sortir avec Xynos et détourner toute son attention. Mais Xynos lui a assuré qu'il ne sortirait jamais avec aucune d'entre elles. Pas pour être méchant ou quoi que ce soit, mais il pensait qu'elles étaient toutes un peu bizarres. Cependant, Carmilla a averti qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que ces trois ne déclenchent une guerre pour décider qui pourrait revendiquer Xynos. Il pensait que les choses n'atteindraient jamais ce point, mais comme le destin l'aurait voulu, dès le lendemain, Zofia est arrivée à la clinique avec un panier de fruits, mentionnant nonchalamment qu'elle prévoyait de déclarer la guerre aux autres factions pour des raisons qu'elle a commodément refusé d'expliquer. Juste après elle, Linga et Lu sont également arrivés, apportant chacun leur propre cadeau,
et parlant aussi de déclencher une guerre contre les autres. Zenos protesta bruyamment, essayant de les faire reconsidérer, mais ils refusèrent catégoriquement d'écouter. Carmilla trouvait toute la situation hilarante, plaisantant que beaucoup de gens allaient mourir à cause des tendances apparemment volages de Zenos. Zenos n'appréciait pas la façon dont elle l'a dit, mais il ne pouvait pas nier qu'il avait un gros problème entre les mains. Le match à mort était déjà prévu pour commencer à midi et Zenos ne pouvait pas rester là à les laisser s'entretuer pour quelque chose d'aussi stupide, alors il devait agir. Après un moment au stade, Zofia, Linga et Lou avaient déjà rassemblé leurs armées respectives, entièrement préparées pour une bagarre générale. L'atmosphère était tendue et juste au moment où la bataille allait commencer, Zenos apparut soudainement, incitant tout le monde à s'arrêter et à regarder dans sa direction. Les trois filles l'observaient attentivement, attendant de voir ce qu'il allait dire. Mais Zenos surprit tout le monde en déclarant calmement qu'il n'était pas là pour arrêter eux. Il a reconnu les rancunes de longue date qu'ils entretenaient l'un contre l'autre et a estimé qu'il valait mieux les laisser se battre jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits plutôt que d'essayer d'imposer une paix qu'ils ne voulaient pas. Avec la bénédiction de Zenos, les filles ont toutes accepté de se battre de toute leur force et comme incitation supplémentaire, celle qui survivrait au combat pourrait réclamer la virginité de Zenos. Zenos ne se souvenait pas avoir accepté cette fichue partie. Mais avant qu'il ne puisse objecter ou clarifier quoi que ce soit, la bataille avait déjà commencé. Zofia fut la première à faire un mouvement, se précipitant en avant avec ses dagues, visant directement le cou de Linga. Mais Linga esquiva rapidement l'attaque, faisant un salto arrière pour se mettre en sécurité. À cet instant, Lou a réagi rapidement, essayant d'écraser Zofia avec un coup de pied sauté. Mais Zofia l'a vu venir juste à temps et a esquivé l'attaque, ce qui a fait que Lou a accidentellement percuté des personnages secondaires comme si elle jouait au bowling. Zofia et Linga se sont battus à nouveau, leurs armes entrelacées, alors qu'elles luttaient pour prendre le dessus. Juste au moment où ils allaient porter des coups décisifs, Lou est revenu dans la mêlée, sautant d'en haut et les écrasant presque tous les deux sous son attaque massive. Zofia est tombée dans la section orque du stade, ce qui l'a poussé à se frayer un chemin pour sortir, et bientôt tout le monde a suivi le mouvement, s'en prenant aux factions des uns et des autres, déclenchant un chaos total. La scène est rapidement devenue brutale, les gens se frappant, coupant et lançant des coups de poing à gauche et à droite. Pourtant, de manière étonnante, même après 6 heures de combat acharné, aucun combattant n'était tombé. C'est à ce moment-là que Zofia a soudainement remarqué quelque chose d'étrange. Les blessures sur ses bras guérissaient d'elles-mêmes sous ses yeux. Tout le monde s'est arrêté, perplexe, jusqu'à ce que Zenos prenne finalement la parole et explique qu'il était responsable. Il leur a clairement dit qu'il avait accepté de les laisser faire leur petite bataille à mort, mais qu'il n'avait jamais dit qu'il laisserait quelqu'un vraiment mourir. Après tout, ils étaient toujours ses patients et il n'allait pas laisser quoi que ce soit leur arriver. Zofia se sentait bête de ne pas avoir réalisé l'implication de Zenos plus tôt, mais aucun d'entre eux n'avait jamais imaginé qu'un guérisseur pouvait guérir autant de personnes simultanément, encore moins pendant plus de 6 heures d'affilée. Les filles ont finalement compris le point que Zenos essayait de faire valoir. Leur combat ne finirait littéralement jamais tant qu'ils seraient là pour continuer à guérir. Eux, s'ils ne pouvaient pas trouver un moyen de s'entendre, ils seraient coincés dans un cycle sans fin de conflits inutiles. Et pour être clair, il leur a rappelé, il prévoyait de facturer chacun d'eux pour chaque heure qu'il avait passé à guérir. Réalisant à quel point elles avaient été stupides, les trois filles ont finalement accepté de mettre de côté leurs différends. Ainsi, ils ont promis de maintenir la paix entre leurs factions. Mais en ce qui concerne la lutte pour Zenos, ils étaient encore décidés. Cette fois, ils ont convenu qu'ils se disputeraient pacifiquement, sans effusion de sang. Pendant ce temps, Lily s'approcha de Zenos, curieuse de savoir pourquoi il s'était donné tant de mal pour intervenir dans le combat. Zenos s'arrêta un instant, se souvenant de quelque chose que son ancien professeur lui avait dit. Un guérisseur qui ne pouvait que réparer les blessures était de 3e ordre. Un guérisseur de 2e ordre pouvait restaurer tout le corps en droit. Zenos a admis qu'il n'était pas sûr d'avoir ce qu'il fallait pour être un guérisseur de 1er ordre, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'essaierait pas. Il voulait améliorer la vie dans ces bidonvilles d'une manière ou d'une autre, et de toute façon, il plaisantait en disant que si tout le monde mourait, il n'aurait plus de patients. Lily sourit doucement pour elle-même, sachant bien que les paroles dures de Zenos étaient juste sa façon de cacher à quel point il était vraiment. Se soucier. Après tout, si les demi-humains arrêtèrent de se battre, il aurait en fait moins de patients, ce qui signifiait moins d'argent pour lui. Pourtant, il a quand même choisi la paix plutôt que le profit, et cette véritable gentillesse était exactement la raison pour laquelle Lily l'aimait tant, et elle le lui a dit directement. Bien sûr, ces mots ont dépassé Zenos, le laissant légèrement confus. Quoi qu'il en soit, il commençait à se faire tard, et Zenos a décidé qu'il était temps d'aller collecter le paiement et de rentrer à la maison. Lily était un peu abasourdie. Elle avait pensé que Zenos plaisantait plus tôt quand il avait dit qu'il leur facturerait tous les soins pendant leur combat, mais apparemment, il était tout à fait sérieux.
Soigner un stade entier rempli de personnes était un travail épuisant et il n'était pas question qu'il laisse passer ça sans compensation. Au même moment, dans la capitale, le commandant des chevaliers royaux rencontrait en privé le vice-commandant Krishna. Remarquant l'expression troublée du commandant, Krishna demanda s'il s'était passé quelque chose. Il expliqua qu'il avait entendu une rumeur étrange. Apparemment, la guerre de longue date entre les factions demi-humaines dans les bidonvilles avait soudainement pris fin. Krishna trouvait cela difficile à croire. Ces factions étaient impliquées dans une querelle sanglante depuis des années, il semblait donc impossible qu'elles aient soudainement décidé de jouer le jeu. Sympa, le commandant a convenu que cela semblait improbable, mais si c'était vrai, cela pourrait être grave. Problème. Le royaume avait été stable pendant des siècles précisément parce que les gens appauvris et sans droit étaient toujours trop occupés à se battre entre eux pour causer des problèmes à la noblesse. Donc, si ces factions trouvaient la paix et s'unissaient, elles pourraient demander des changements, peut-être même des choses scandaleuses comme des droits, l'égalité et peut-être même des soins de santé gratuits, et ce truc serait un gros problème. La rumeur disait qu'une seule personne était responsable de la médiation de la paix entre ces factions. Déterminé à éliminer cette menace, le commandant a chargé Krishna de s'en occuper. Lui, Krishna, a accepté la mission sans hésitation, promettant qu'elle traquerait ce perturbateur et l'arrêterait pour le crime de troubler la guerre en apportant la paix maudite. Pendant ce temps, à la clinique de Zénos a soudainement éternué, ce qui a inquiété tout le monde autour de lui qu'il aurait pu attraper un rhume. Linga a immédiatement offert sa queue duveteuse comme couverture, pendant que Lu l'a invité avec enthousiasme à se réchauffer en enfouissant son visage entre son légendaire coussin noir, et ça rend Lily tellement dévastée parce qu'elle n'en a pas non plus. Zénos a ensuite insisté sur le fait que ce n'était rien de plus qu'un éternuement normal, leur rappelant qu'il devait encore guérir Zofia. Alors, il devrait probablement se calmer jusqu'à ce qu'il ait terminé son travail. Après avoir soigneusement soigné le bras blessé de Zofia, Zénos lui demanda comment diable elle avait réussi à se blesser, étant donné qu'il s'était écoulé un bon moment depuis qu'il avait eu besoin de la soigner. Zofia avoua qu'elle s'était blessée au travail la nuit dernière. Son travail habituel consistait à voler des nobles corrompus et à redistribuer la richesse aux pauvres, comme le légendaire Robin des Bois. Mais cette fois, elle a été prise en train de s'introduire dans la mauvaise maison d'un aristocrate. Elle était tombée sur Krishna, la vice-commandante des chevaliers royaux, une femme impitoyable, connue pour tirer d'abord et poser des questions ensuite, généralement avec ses pistolets magiques à feu. En entendant cela, Carmela a commencé à s'inquiéter que d'attirer l'attention de Krishna pourrait causer des ennuis à Zénos, mais Zénos n'était pas particulièrement préoccupé. Après tout, il pensait qu'il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un d'aussi haut placé que Krishna s'intéresse à un guérisseur clandestin de basse renommée comme lui-même. Ailleurs dans les bidonvilles, Krishna rôdait déjà, recueillant des informations sur Zénos. Elle a remarqué que les demi-humains coexistaient paisiblement, ce qui l'a rendue méfiante, alors elle a approché un homme lézard et a demandé sans détour qui était responsable de la fin de la guerre des demi-humains. L'homme lézard n'a pas reconnu Krishna, mais il savait parfaitement que Zénos voulait garder son identité secrète, alors il a refusé de dire quoi que ce soit et a essayé de s'en aller, loin. Mais Krishna n'était pas d'accord et a sorti son pistolet, menaçant de tirer sur son précieux bâton s'il ne le faisait pas. Parle. Cependant, l'homme lézard n'a pas bronché. Il était prêt à prendre une balle si cela signifiait protéger Zénos. À ce moment-là, Zofia et son frère passèrent par là. Les voyant approcher, Krishna se rendit compte qu'elle n'était pas prête à affronter Zofia à ce moment-là, alors elle s'éclipsa rapidement dans la partie abandonnée de la ville. Errant sans but, elle tomba par hasard sur la clinique de Zénos et décida d'entrer pour demander le chemin du retour vers le centre. Zénos a gentiment proposé de lui montrer le chemin, mais juste au moment où il allait l'aider, Lily est entrée dans la pièce avec du thé. Dès que Krishna a aperçu les oreilles d'elfe de Lily, son visage s'est immédiatement assombri. Et sans avertissement, elle a sorti son pistolet magique et a tiré un coup directement sur la tête de Zénos. Lily n'arrive tout simplement pas à comprendre comment Krishna a pu tirer sur la tête de Zénos sans prévenir, mais Krishna tient bon, affirmant qu'elle avait toutes les raisons de le faire. Elle. En plus de sa mission principale, elle a également été chargée de se pencher sur une série d'enlèvements ayant lieu dans la région. Et dès qu'elle a vu que Zénos était humain et Lily une elfe, elle a immédiatement supposé qu'il devait être le coupable. Alors naturellement, sa réaction instinctive a été d'appuyer sur la détente sans hésiter. Réfléchis. La logique de Krishna présente de nombreuses failles, donc Lily précise rapidement que Zénos l'a essentiellement adoptée et qu'elle reste ici. Volontiers. Krishna se rend vite compte qu'elle a peut-être jugé trop hâtivement, et après réflexion, il serait en effet étrange qu'une victime de kidnapping apparaisse aussi joyeuse que Lily. Heureusement, les balles qu'elle a utilisées étaient non létales, donc elle suppose qu'elle n'a pas tué Zénos, bien qu'elle soupçonne qu'il ait pu être assommé par l'impact.
Pourtant, à sa grande surprise, Zenos semble complètement indemne. Elle s'excuse de lui avoir tiré dessus hâtivement en raison de son erreur de jugement, mais elle reste curieuse de savoir comment il a survécu sans aucune blessure. Il explique qu'il a simplement utilisé de la magie défensive pour bloquer la balle avant qu'elle ne l'atteigne. Mais Krishna en doute, affirmant que la magie défensive ordinaire ne devrait jamais être capable de bloquer ses balles. Autant que Zenos le sache, ses sorts défensifs devraient être parfaitement ordinaires, donc il ne comprend pas vraiment son scepticisme. Cependant, tout au long de sa carrière en tant que vice-commandante des Chevaliers Royaux, elle a été témoin de nombreux types de magie défensive, et elle reconnaît immédiatement que le bouclier de Zenos correspond à celui d'un grand sorcier. Dès que Krishna mentionne sa position de vice-commandante des Chevaliers Royaux, Zenos et Lily deviennent instantanément mal à l'aise, réalisant que sa présence pourrait causer des ennuis considérables pour eux. Krishna, cependant, a manifestement quelque chose de précis à demander à Zenos. Espérant éviter toute confrontation ultérieure, Zenos accepte de lui parler, mais envoie simultanément un avertissement discret à tous ses clients, leur conseillant de ne pas venir pendant que Krishna est présent. Ils s'assoient tous ensemble et Krishna explique à Zenos qu'elle est actuellement en train de mener une mission secrète et qu'elle aimerait que son coopération. Zenos insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas s'impliquer, mais Krishna soutient que c'est le devoir de chaque citoyen de coopérer avec les ordres des chevaliers. Vu la nature imprévisible de Krishna, Zenos a compris que refuser pourrait se terminer par une autre balle en plein visage, alors il décide à contre-cœur de la suivre. Demande. Krishna l'informe ensuite que sa mission est de localiser un homme précis et de l'arrêter immédiatement dès qu'il est identifié. Elle n'a ni le nom ni la description, mais le père. La personne qu'elle recherche est le médiateur responsable de la fin du conflit entre les différentes factions. Zenos s'étouffe avec son thé une fois qu'il comprend que l'individu que Krishna tente de capturer est en fait lui. Mais il reste calme et demande pourquoi elle poursuit le médiateur. Krishna explique que les ordres des chevaliers ne peuvent absolument pas ignorer quelqu'un qui a la capacité de créer la paix entre les factions. Mais lorsqu'elle a commencé à interroger agressivement l'un des habitants, il a refusé de lui donner la moindre information malgré ses menaces. Du point de vue de Krishna, si les habitants des bidonvilles ne trahissent pas le médiateur, cela doit impliquer qu'il est un sinistre génie du mal qui doit être arrêté. Zenos essaye de la raisonner en suggérant qu'il est tout à fait possible que ce médiateur garde délibérément un profil bas, donc si elle part et abandonne sa recherche, il ne causera probablement aucun problème. Krishna demande alors à Zenos s'il sait personnellement qui pourrait être le médiateur, alors il trouve rapidement une excuse, disant qu'il ne fait que parler intuitivement. Quoi qu'il en soit, Krishna insiste sur le fait qu'elle ne peut pas simplement ignorer le médiateur, puisqu'elle a reçu des ordres explicites de son commandant. Et toute personne capable de mettre fin au conflit entre les factions représente un risque trop important pour être ignoré. Lily intervient et dit à Krishna qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter au sujet du médiateur déstabilisant le pays, car son seul intérêt est de gagner de l'argent par un travail honnête. Mais à en juger par la façon dont Lily décrit le médiateur, on dirait qu'elle le connaît personnellement. Lily panique immédiatement et assure rapidement à Krishna qu'elle ne connaît pas non plus le médiateur, ce qui rend Krishna quelque peu suspicieux. Mais elle décide de laisser passer pour le moment, car il se fait tard. Zenos en profite pour encourager Krishna à partir, mais pendant qu'il l'escorte dehors, elle remarque le lit placé dans le coin. Elle trouve étrange que Zenos ait positionné un lit à cet endroit, ce qui rend Zenos anxieux car c'est en réalité le lit du patient de la clinique, le poussant à prétendre nerveusement que c'est juste un lit supplémentaire. En entendant cela, Krishna demande promptement à Zenos s'il accepterait de la laisser l'utiliser. Elle a eu du mal à sécuriser une base d'opération dans les bidonvilles, donc elle apprécierait grandement si Zenos lui permettait de rester ici jusqu'à ce qu'elle termine sa mission. Bien sûr, elle est plus que disposée à le dédommager pour le logement. Zenos ne peut vraiment pas refuser sans éveiller les soupçons de Krishna, alors il accepte à contre-cœur et Carmilla trouve toute la situation amusante. Lily prépare alors du thé vert pour leur nouvel invité. Mais Krishna a du mal avec les boissons chaudes, alors elle commence à souffler dessus pour les refroidir. Lily reste envieuse qu'une autre femme soit apparue pour attirer l'attention de Zenos loin d'elle. Pour prouver sa domination, elle s'assoit directement sur les genoux de Zenos et lui demande de lui caresser la tête comme d'habitude. Zenos s'exécute à la demande de Lily, mais il est légèrement perplexe face à son exigence soudaine, ce qui pousse Carmilla à s'approcher et à l'informer que Lily est jalouse. Zenos est pris par surprise, car Carmilla lui a soudainement chuchoté à l'oreille alors qu'elle était invisible. Mais elle est vraiment intriguée par tout le drame qui se passe. Lily est déterminée à ne pas laisser Krishna détourner l'attention de Zenos, alors elle devient encore plus affectueuse avec lui que d'habitude, affirmant sa domination. Cependant, Krishna ne semble pas s'en soucier et continue à souffler sur son thé comme si de rien n'était. Mais finalement, Lily s'endort, alors Zenos l'aborde doucement et retourne au salon pour continuer sa conversation avec Krishna.
Il lui raconte toute l'histoire sur la façon dont il a sauvé Lily du marchand d'esclaves, ajoutant que ces salauds faisaient partie d'un réseau de trafic illégal opérant ici. Cela explique pourquoi Krishna a été si rapide à appuyer sur la gâchette plus tôt, mais malheureusement, Zinos n'a pas de véritables informations sur les trafiquants eux-mêmes. En changeant légèrement de sujet, Krishna aborde quelque chose qui la rend curieuse. Étant donné qu'il est évident que Zinos doit être un mage extrêmement talentueux, ayant perfectionné sa magie défensive, Krishna veut savoir si quelqu'un pourrait régénérer un bras entier s'il mettait autant d'efforts dans la magie de guérison. Zinos commence à se demander si soigner un bras est vraiment un exploit si rare pour un guérisseur. Mais avant qu'il puisse terminer sa pensée, Krishna l'interrompt, insistant sur le fait que cela devrait être impossible. Les seules personnes capables de réaliser une telle chose seraient des saints ou des guérisseurs du plus haut calibre. Confus quant à la raison pour laquelle elle en parle, Zinos demande une explication à Krishna. Krishna explique alors comment elle s'est récemment battue contre Zofia, se rappelant qu'elle avait gravement endommagé le bras de Zofia lors de l'affrontement. Cependant, lorsqu'elle a vu Zofia à nouveau hier, son bras était entièrement restauré. Krishna est convaincu qu'il doit y avoir un guérisseur dans les bidonvilles, suffisamment puissant pour régénérer des membres. Et si c'est le cas, il serait logique pour quelqu'un comme ça d'avoir une sérieuse influence sur les chefs de faction. Krishna a l'intention de continuer son enquête le lendemain matin, espérant découvrir des indices sur ce guérisseur maléfique supposé. Mais Zinos ne comprend pas pourquoi elle suppose automatiquement que le guérisseur serait méchant. En fait, Krishna semble avoir une opinion très négative de tout le bidonville, ce qui pousse Zinos à demander si elle a une raison spécifique de se sentir ainsi. Krishna admet qu'elle peut avoir une perspective biaisée, mais cela vient du fait que quelqu'un des bidonvilles a tué sa mère. La mère de Krishna était une femme compatissante qui voulait sincèrement aider tout le monde qu'elle pouvait. Elle visitait fréquemment les quartiers défavorisés et organisait des événements pour distribuer de la nourriture à ceux qui ne pouvaient pas se permettre de manger. Mais un jour, elle n'est tout simplement pas revenue. Depuis lors, Krishna a perdu la capacité de rire ou même de montrer un léger sourire, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont commencé à l'appeler la Rose de Fer. Et selon les témoignages des témoins, la mère de Krishna a été assassinée et volée pour sa bague de mariage. Apprendre cela a complètement bouleversé Krishna. Sa mère avait sauvé d'innombrables vies de la famine, mais personne n'a tendu la main pour la sauver dans son moment de besoin. Cet événement tragique a motivé Krishna à rejoindre l'ordre des chevaliers et à devenir un héros imparable qui pourrait rendre justice aux criminels vivant dans les bidonvilles. Le lendemain, Krishna part pour continuer son enquête, permettant à Zinos de reprendre ses traitements avec ses patients. Zofia va à la clinique avec une blessure mineure au bras et demande à Zinos de l'examiner. Zinos commence à la soigner, mais conseille à Zofia d'être prudente, car Krishna pourrait revenir à tout moment. Et en parlant de Krishna, elle apparaît soudainement à la clinique pour demander son chemin après s'être perdue à nouveau en sortant. Dès que Krishna remarque Zofia, elle sort immédiatement ses armes, ce qui pousse Zofia à riposter en sortant ses couteaux. Une brève confrontation s'ensuit entre elles. Krishna interroge alors Zofia, lui demandant s'il y a vraiment un guérisseur maléfique rassemblant des criminels pour menacer des innocents. Zofia ne nie pas l'existence d'un guérisseur, mais insiste sur le fait qu'il n'est certainement pas maléfique. Bien que Zofia elle-même soit une voleuse et ne suive pas strictement la loi, elle sait d'expérience que certains parmi la noblesse sont coupables de crimes bien plus graves. Par exemple, Zofia sait que Krishna enquête sur le réseau de trafic, et après avoir mené ses propres recherches, Zofia a découvert que le cerveau derrière cela est en fait un aristocrate. Au début, Krishna ne la croit pas, car il est connu que le réseau de trafic opère principalement dans les bidonvilles. Mais Zofia précise que ce n'est qu'une astuce ingénieuse destinée à tromper l'ordre des chevaliers pour l'empêcher de découvrir le véritable criminel derrière tout ça. Krishna reste sceptique, mais demande à Zofia de révéler qui est responsable des enlèvements, ce qui pousse Zofia à nommer un homme appelé Kalandor. Krishna trouve cela difficile à accepter, considérant que Kalandor est largement reconnu comme un philanthrope généreux qui s'enorgueillit d'éduquer les enfants orphelins et ne pourrait donc jamais être impliqué dans le trafic d'enfants. Zofia s'attendait à ce que Krishna ne lui fasse pas confiance, sachant que Krishna voit tout le monde des bidonvilles comme des criminels. Cependant, le médiateur ne les a jamais traités de cette façon. Au lieu de cela, il traite tout le monde équitablement et donne toujours aux gens une seconde chance, contrairement à Krishna et sa version erronée de la justice. Krishna devient furieuse lorsque Zofia insulte sa conception de la justice, et elle est sur le point de tirer avec son arme. Mais Zenos s'interpose devant elle, exigeant que Krishna abaisse cette maudite arme. Krishna ordonne à Zenos de s'écarter, mais il refuse, disant qu'il ne peut pas permettre qu'il arrive du mal à Zofia car elle est sa patiente. Il s'excuse de ne pas avoir été franc plus tôt, mais il avoue qu'il est en fait le médiateur que Krishna recherche. Krishna suppose que Zenos ment simplement pour protéger Zofia car il n'y a aucune chance qu'il puisse être le médiateur guérisseur.
Après tout, il a déjà démontré sa maîtrise de la magie défensive, et il n'y a pas moyen en enfer qu'il puisse aussi exceller en magie de guérison. Zenos ne se considère pas forcément comme un maître, mais il est certain de ses capacités en magie de guérison et en magie défensive, puisque les deux nécessitent simplement qu'il améliore les processus naturels du corps. Krishna trouve cette explication absurde et reste peu convaincu que Zenos est le guérisseur. Bien qu'il soit évident qu'il prend le parti de Zofia par respect pour l'hospitalité que Zenos lui a offerte hier, Krishna décide de partir paisiblement sans engager de conflit. Alors que Krishna s'en va, Lily remarque qu'elle se dirige vers le quartier habité par les aristocrates, ce qui pousse Zenos à réaliser soudainement sa destination. Krishna a pris au sérieux l'accusation de Zofia contre Kalandor, ce qui l'a poussé à se rendre à son manoir pour enquêter. Évidemment, elle ne peut pas le confronter directement aux accusations de trafic d'enfants, alors Krishna invente une excuse pour sa présence. Elle lui dit qu'elle a entendu parler d'une récente augmentation des vols dans la région, et Kalandor confirme qu'il a rencontré des difficultés avec le gang des hommes lézards récemment. Krishna l'informe alors qu'elle prévoit d'augmenter les patrouilles de sécurité en réponse. Cependant, avant de mettre en place ces patrouilles, elle souhaite inspecter le domaine de Kalandor pour évaluer ses mesures de sécurité actuelles. Kalandor comprend ses raisons et propose volontiers de lui faire visiter son manoir. Krishna est ensuite montré dans tout le manoir, et après la fin de la visite, Kalandor lui demande son avis sur son système de sécurité. Krishna le félicite pour son approche méticuleuse de la protection du domaine, mais lors de son inspection, quelque chose d'étrange attire son attention. Elle demande la permission d'utiliser les toilettes avant de partir, et Kalandor ne voit pas de problème avec cela, alors elle s'éclipse de son bureau. Étant donné le statut social élevé de Kalandor, il n'est pas inhabituel d'avoir une sécurité étendue, mais Krishna trouve étrange que tant d'efforts aient été consacrés à la protection de l'arrière-cour. Soupçonnant que quelque chose pourrait y être caché, elle regarde par-dessus le mur et remarque rapidement une entrée cachée. Krishna descend prudemment le passage et, à sa grande surprise, elle réalise que Zofia disait la vérité, que Kalandor était vraiment derrière tous les enlèvements. Mais avant que Krishna n'ait la chance d'aider les enfants capturés, Kalandor s'approche d'elle en douce, prend le pistolet qu'elle avait laissé en haut et lui arrache le bras. Il rit de la facilité avec laquelle il a réussi à vaincre une chevalière, la narguant pour avoir mis son nez là où il ne fallait pas. Maintenant, il lui suffit de l'achever et de reprendre son affaire de trafic. Mais juste au moment où il s'apprête à faire son prochain geste, Zofia et Zenos arrivent. Zenos était devenu inquiet lorsqu'il a réalisé où Krishna se dirigeait, alors il a demandé à Zofia de l'y conduire. Kalandor est déterminé à ne laisser aucun témoin, alors il passe l'arme de Krishna en mode létal et tire Zenos en plein visage. Pourtant, à la totale stupéfaction de Kalandor, Zenos reste indemne, bien qu'il admette que les tirs mortels ont été assez douloureux. Kalandor panique, tente de s'échapper, mais laisse tomber l'arme dans sa frénésie, permettant à Zenos de la récupérer. Kalandor commence immédiatement à implorer sa clémence. Et heureusement pour lui, Zenos a une politique stricte de non-violence. Cependant, Zenos n'a pas de règle contre causer de la douleur, alors il règle l'arme sur non létal et tire directement sur la tête de Kalandor, le mettant KO. Il se déplace rapidement vers Krishna, mais elle lui dit faiblement que c'est inutile parce que son bras est parti et qu'une grande partie de son estomac a été emportée. Elle a accepté sa mort, mais Zenos la rassure qu'elle ira bien qu'il va certainement lui faire payer cher ses services, donc elle devrait se préparer à une facture très salée. Quelques instants plus tard, Krishna est complètement guéri, étonné par la capacité de Zenos à réparer instantanément des blessures aussi critiques. Elle accepte enfin qu'il disait la vérité en étant le médiateur, mais son intérêt pour l'arrêter a complètement disparu, car elle le voit maintenant comme un véritable héros. Zenos, cependant, ne se considère pas du tout comme un héros, il était simplement un guérisseur faisant son travail en s'assurant que personne ne meurt. Si quelqu'un mérite d'être appelé un héros, c'est Krishna elle-même, car elle a été la première à agir pour le bien des enfants. Elle a peut-être parfois été mal guidée, mais au fond, elle se soucie vraiment et veut créer un monde meilleur. Zofia et les hommes lézards aident alors à libérer les enfants du donjon, mais avec les chevaliers royaux approchant rapidement, Zenos n'est pas intéressé à traiter avec eux, alors il décide de partir avec les autres. Cependant, avant de partir, Krishna l'arrête, curieuse de savoir pourquoi il a décidé de la sauver, malgré le fait qu'elle était une ennemie à l'époque. Zenos se retourne simplement et répond qu'il voulait s'assurer qu'elle paie ses factures en retard. Elle lui doit encore de l'argent pour la nuit qu'elle a passée à sa clinique. Et maintenant, il y a le coût supplémentaire du soin. Il s'attend à un paiement complet d'ici la fin de la semaine. Krishna, amusé par son raisonnement ridicule, rit pour la première fois depuis la perte de sa mère. Le lendemain, nous voyons Zenos et Lily marcher côte à côte dans la rue, discutant tranquillement de prendre du thé. Quand soudain, Zenos aperçoit l'ancien endroit qu'il appelait chez lui dans les bidonvilles, et la vue le replonge directement dans ses souvenirs.
Il avait été un pauvre orphelin sans rien, ni famille, ni avenir, ne passant ses journées qu'assis dans cette ruelle sale, ne faisant rien d'autre que de survivre à peine. Un jour, Aston errait dans les bidonvilles, essayant de choisir un enfant à kidnapper, mais jusqu'à présent, il était frustré car aucun ne semblait convenir pour servir de boucliers humains. À ce moment, il remarque Zenos et décide qu'il est parfait, il s'approche et entame une discussion avec lui. Essentiellement, Aston dit à Zenos « Tu es pauvre, sans emploi et affamé, alors rejoins-moi dans une aventure ». Il parle avec un ton poli et une fausse gentillesse, ce qui conduit Zenos à croire à tort qu'Aston est vraiment gentil. Malgré cela, Zenos hésitait à accepter car il est rare que les habitants des bidonvilles deviennent aventuriers. Cependant, Aston lui assure que tant qu'il possède les compétences, il peut accomplir n'importe quoi. Aston demande alors à Zenos s'il a des compétences particulières, ce à quoi Zenos répond qu'il connaît un peu la magie de guérison. Mais Aston est très sceptique car maîtriser la magie de guérison nécessite généralement des années de formation rigoureuse à l'Académie royale, ce qui rend improbable qu'un orphelin aléatoire puisse l'apprendre de manière autonome. Néanmoins, que Zenos connaisse ou non la magie de guérison n'a pas d'importance pour Aston, car il a l'intention d'utiliser Zenos simplement comme une distraction si quelque chose tourne mal. Lorsque Zenos accepte de le rejoindre, Aston l'emmène dans la forêt. Là, le duo affronte un monstre loup. Pendant la bataille, Aston est légèrement blessé, ce qui pousse Zenos à le soigner avec sa magie. Ensuite, Aston charge le loup et Zenos utilise encore sa magie de guérison pour augmenter la vitesse d'Aston, lui permettant de décapiter le loup facilement d'un seul coup. Cependant, Aston ne remarque étrangement pas que ses blessures se sont guéries en plein combat ou qu'il s'est soudainement déplacé plus vite à un moment crucial, ce qui le laisse persuader que Zenos est complètement inutile. Après plusieurs années à endurer cette dynamique, Aston finit par expulser Zenos du groupe. Et nous savons comment Zenos a passé son temps depuis. Cependant, le groupe d'Aston n'a pas eu autant de succès, car après avoir retiré Zenos, Aston et les autres membres du groupe se dirigent vers une grotte pour leur prochaine mission. Cette mission est très importante, car ils ont l'intention de l'utiliser pour se faire bien voir par les nobles influents du royaume. Bien que tous détestent le travail intense, Yuma leur dit que plus vite ils termineront leur tâche, plus vite ils pourront retourner à l'auberge et reprendre leur boisson. Andreas est ravi car les dames affluent toujours autour d'eux lorsqu'ils disent qu'ils font partie du groupe Golden Phoenix. Après tout, leur équipe est connue pour réussir les quêtes et vaincre les créatures magiques sans subir de dégâts. À ce moment précis, ils rencontrent les créatures qu'ils sont venus vaincre. Alors Aston dégaine sa lame et se prépare à frapper. Il demande à Gil de lancer un sort de protection sur lui pendant qu'il se précipite, et Gail le fait exactement. Mais même pendant qu'Aston combat les loups, son bras est quand même brûlé, et en même temps à l'arrière, Yuma est attaqué par l'un des loups, donc il est définitivement hors jeu. Aston crie à Andreas de lancer rapidement des sorts offensifs, mais il met un temps fou à finir de chanter l'incantation, et il se fait même frapper par une boule de feu en plein milieu du sort. Aston est stupéfait et se demande si son groupe a toujours été aussi incompétent. Mais il est évident qu'ils ne vont pas gagner cette bataille. Alors, il commande à tout le monde de se retirer immédiatement. Une fois sorti de cet enfer, Aston interroge ses coéquipiers sur la raison pour laquelle ils ont des difficultés contre des monstres qui atteignent à peine le rang B. Mais Andreas lui rappelle qu'il n'a pas été particulièrement efficace contre les loups non plus. Gail demande à Aston s'il est possible que Zenos ait dit la vérité en affirmant qu'il les guérissait. Mais Aston trouve cela impossible puisqu'il n'y a aucun moyen qu'un simple roturier comme lui ait pu maîtriser la magie de guérison. Pour rester prudent, Aston pense qu'il serait sage pour leur groupe de recruter un guérisseur. Quelques jours plus tard, ils retournent à la grotte après avoir recruté un guérisseur du nom de Yumin. Mais elle informe Aston qu'elle n'est pas spécialisée dans la guérison sur le champ de bataille. En général, elle offre ses services de guérison uniquement dans la capitale, mais elle possède par coïncidence une licence d'aventurier, donc elle a accepté de les accompagner. Cependant, elle se demande pourquoi le Golden Phoenix aurait besoin d'un guérisseur, étant donné sa réputation de mener à bien les missions sans blessure. Mais Aston refuse d'expliquer ce qui s'est passé, lui disant plutôt de se mêler de ses propres affaires. Gail demande alors à Yumin si Yuma se rétablira, car il a été gravement blessé par les loups la dernière fois. Yumin est la guérisseuse qui l'a soigné, elle est donc confiante qu'il survivra. Mais compte tenu de la gravité de ses blessures, il ne pourra jamais reprendre l'aventure. On pourrait penser qu'Aston montrerait un peu de sympathie envers un coéquipier qui est devenu invalide de façon permanente, mais il passe simplement à autre chose, affirmant que Yuma n'était pas assez précieux pour être gardé de toute façon. Et si vous vous demandez pourquoi cette quête revêt une telle importance, c'est qu'un noble a demandé une écharpe faite à partir de la fourrure d'un renard de feu comme cadeau pour sa fille. Si le fait de le compléter place Aston dans les bonnes grâces de Lord Fennel, il est prêt à risquer sa vie pour cette écharpe. Pourtant, à peine 2 secondes plus tard, le plan s'effondre car les loups lancent une embuscade inattendue.
Aston réplique rapidement et dit à Gil d'appliquer des sorts de défense à tout le monde. Mais quand Aston passe à l'attaque, il ne parvient pas à porter un seul coup contre aucun des loups. Les loups lancent ensuite 4 boules de feu sur lui et Aston parvient à en dévier 3. Mais la 4e boule de feu frappe Andreas à l'estomac, le mettant immédiatement KO. Aston continue de balancer sans succès sur les loups. Mais bientôt, Yumin crie qu'ils doivent se retirer car la condition d'Andrés est critique. Aston n'arrive pas à croire que tout s'effondre encore une fois, et quand ils sortent d'enfin, il s'en prend à Gil, exigeant de savoir pourquoi il n'a pas réussi à protéger Andrés avec une magie défensive. Cependant, Yumin fait remarquer que le sort défensif de Gil était effectivement efficace, et sans lui, Andrés aurait été tué instantanément par une explosion de cette ampleur. Aston exige avec impatience qu'elle soigne Andrés immédiatement, mais Yumin l'informe que c'est impossible car seuls les guérisseurs de haut niveau ou les saints ont la capacité de guérir instantanément de telles blessures graves sans préparation adéquate. À moins qu'il n'emmène Andrés dans un établissement médical immédiatement, il ne survivra pas. Un peu plus tard, Aston parle avec le serviteur de Lord Fennel qui l'informe que Lord Fennel est extrêmement déçu. Aston demande désespérément une autre chance, certain qu'il peut obtenir la fourrure pour l'écharpe s'il en a une de plus, mais l'anniversaire de la fille du noble est déjà passé, rendant toute l'affaire inutile. Et la véritable raison du mécontentement de Lord Fennel n'est pas seulement que le Golden Phoenix a échoué dans la quête, c'est parce qu'Aston a promis de manière répétée qu'il réussirait. Si Aston avait simplement informé Lord Fennel plutôt que la mission ne pouvait pas être accomplie pour quelque raison que ce soit, le Lord aurait compris et choisi un cadeau différent pour sa fille. Mais ce n'est pas ce qu'Aston a fait, donc pendant un court instant, Aston essaie de rejeter tout le blâme de ce désastre sur Zenos. Cependant, il se rappelle bientôt qu'il n'a jamais officiellement enregistré Zenos comme membre du parti, donc officiellement parlant, Zenos n'a jamais été reconnu comme membre, ce qui signifie qu'il ne peut être tenu responsable de quoi que ce soit. Avalant sa fierté, Aston baisse la tête, obligé de s'excuser pour toute cette pagaille. Et il bouillonne intérieurement, détestant chaque seconde de devoir s'abaisser devant un domestique. Aston promet alors qu'il trouvera un moyen de se racheter, mais le domestique de Lord Fennel se demande comment il compte y parvenir, sachant que la moitié de son groupe est déjà presque morte. Aston répond avec assurance qu'il a l'intention de recruter des remplaçants pour compenser leurs pertes, et la prochaine fois que Lord Fennel leur confiera une tâche, il veillera à sa bonne exécution. Ensuite, le serviteur de Lord Fennel s'en va, bien que Goyle demande à Aston si faire de telles promesses est vraiment une décision judicieuse. Après tout, ils n'ont actuellement aucune perspective de recrue capable, et il n'y a aucun moyen pour eux d'entreprendre des missions avec seulement 2 membres restants. Aston dit à Gil qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il a déjà quelque chose en tête. Bien qu'Aston ne croit toujours pas que Zenos ait beaucoup de valeur, il ne peut nier que l'équipe fonctionnait beaucoup mieux lorsque Zenos était avec eux. Aston prévoit donc simplement de le ramener. Il est convaincu que Zenos sauterait sur l'occasion de rejoindre Golden Phoenix, malgré la façon dont il a été traité auparavant. Le lendemain, Aston et Guile entrent dans les bidonvilles à la recherche de Zenos. Mais comme ils n'ont absolument aucune idée par où commencer, Aston a soudain une idée brillante. Il décide d'employer les 3 chefs de faction pour l'aider à localiser Zenos, confiant qu'ils accepteront car des crapules de bas étage comme eux feront pratiquement n'importe quoi pour de l'argent. Peu de temps après, un homme lézard le guide vers Zofia, disant qu'il est intéressé par ses services. Zofia n'est pas particulièrement enthousiaste puisque cela interfère avec ses heures de clinique quotidiennes, mais elle est au moins ouverte à écouter un client payant. Aston se présente comme le chef de Golden Phoenix, expliquant à Zofia qu'il recherche un homme nommé Zenos qui est arrivé dans les bidonvilles il y a environ 2 mois. Au début, Zofia n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, puisque Zenos lui avait tout raconté sur la façon dont Aston l'avait expulsé de Golden Phoenix, ce qui semblait déjà insensé, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'Aston serait assez stupide pour rechercher Zenos par la suite. Elle dit à Aston de partir immédiatement parce que Zenos a des choses bien plus importantes à faire que de s'occuper de lui. Et honnêtement, même regarder Aston la rend malade. Aston se sent offensé et pense brièvement à attaquer Zofia, mais réalise rapidement qu'il serait complètement battu s'il essayait quelque chose. Alors il décide de reculer. Après que Zofia ait refusé de l'aider, Aston décide de se tourner vers la faction de Lingua. Mais dès qu'elle se rend compte de qui est Aston, elle lui ordonne immédiatement de partir. Aston est choqué d'apprendre que Lingua se considère également comme l'ami de Zenos, et juste au cas où il envisagerait de semer le trouble, Lingua rappelle à Aston que si elle le voulait, elle pourrait facilement le tuer 3 fois avant même qu'il ait eu le temps de cligner des yeux. Aston tente alors d'approcher Lu pour obtenir de l'aide, mais comme les autres, elle lui dit promptement d'aller se faire voir.
Elle menace également que si elle entend un jour qu'il a dérangé Zenos, elle écrasera personnellement son crâne entre ses cuisses. Aston et Gwyll sortent immédiatement de la grotte de Liu, et Aston a du mal à croire que tous les chefs de faction se soucient autant de Zenos. Il essaie de se convaincre qu'ils doivent parler d'une autre personne nommée Zenos, car il n'y a absolument aucune chance que le Zenos dont il se souvient ait autant d'influence ici. En parlant de Zenos, Gwyll le voit par hasard en train de marcher dans la rue avec Lily. Lily et Zenos venaient de terminer leur course de la journée et s'apprêtaient à rentrer chez eux quand Aston appelle soudainement Zenos. Zenos est surpris de rencontrer à nouveau Aston et Gwyll, mais il n'est pas vraiment ravi de les voir, alors il commence à s'éloigner. Aston l'arrête et annonce haut et fort qu'il est venu spécifiquement pour accueillir Zenos de retour au Golden Phoenix. Mais avant qu'Aston puisse même finir sa foutue phrase, Zenos le rejette sèchement. Aston n'arrive pas à croire ce refus, car il était sûr que Zenos sauterait sur l'occasion de revenir dans leur groupe. Mais Zenos commence à énumérer chaque mauvais traitement qu'il a subi sous Aston, y compris les conditions terribles et le salaire insultant. Il n'y a littéralement aucune incitation pour Zenos à rejoindre Golden Phoenix. Mais si Aston est vraiment désespéré, Zenos suggère qu'il pourrait l'accompagner pour quelques missions à condition qu'il soit disponible. Cependant, Zenos refuse de continuer à travailler uniquement pour la reconnaissance, donc Aston devrait lui offrir un paiement équitable cette fois. Zenos demande 50 000 pour une guérison mineure et 1 million pour des services de guérison majeure. De plus, Aston doit payer séparément pour les sorts défensifs et les améliorations de Zenos. Mais si Aston trouve ces conditions inacceptables, il n'y a plus rien à discuter, donc Zenos commence à s'éloigner à nouveau. Aston se sent profondément insulté que Zenos ose rejeter son offre, alors il dégaine son épée et tente une attaque, mais avant qu'il ne puisse s'approcher, il est repoussé par Krishna. Elle dit à Aston que c'est carrément idiot de lancer une attaque juste en face d'un chevalier royal. Elle était en fait venue ici chercher Zenos elle-même, mais comme Aston vient de tenter une agression, elle est maintenant obligée de le mettre en état d'arrestation. Cependant, Aston désigne rapidement Gwyll, affirmant que c'est lui qui l'a forcé à le faire, puis s'enfuit immédiatement comme un lâche parce qu'il ne veut absolument pas que son derrière finisse en prison. Après tout ce bazar, Zenos et Lily rentrent chez eux pour la soirée. Et peu de temps après, Zofia, Linga et Léo arrivent. Ils informent Zenos qu'Aston a tenté de les engager pour le retrouver, et bien qu'ils aient tous refusé sa demande, Zofia reste inquiète qu'ils puissent continuer à s'en prendre à Zenos. Si Aston décide d'approcher la guilde clandestine illégale, il pourrait même réussir à engager un assassin pour s'en prendre à Zenos, simplement par ressentiment. Cependant, engager des assassins nécessite généralement des fonds substantiels, et étant donné qu'Aston était suffisamment désespéré pour chercher Zenos personnellement plutôt que de recruter des membres supplémentaires à son équipe, il est fort probable qu'il soit fauché. Malgré cela, Zofia est toujours mal à l'aise car elle a entendu des rumeurs inquiétantes au sujet d'une figure mystérieuse connue sous le nom de guide de la guilde souterraine qui accepte des missions gratuitement dans des circonstances spécifiques. Ainsi, si Aston parvient d'une manière ou d'une autre à convaincre le guide, cela pourrait représenter un grave danger pour Zenos. Un peu plus tard, Zenos se retrouve incapable de dormir à cause de toute la tension causée par sa rencontre avec Aston à nouveau, ce qui pousse Carmilla à descendre pour lui tenir compagnie pour une raison quelconque, car elle s'inquiète pour lui. Pendant qu'elle est là, Carmilla demande à Zenos si c'est vrai qu'il a appris la magie de guérison dans les bas quartiers, ce qui pousse Zenos à expliquer qu'il a d'abord essayé de ressusciter un cadavre, après quoi la magie de guérison lui est simplement venue naturellement. Carmilla remarque que la magie de résurrection est interdite, mais en défense de Zenos, il n'avait vraiment aucune fichue idée de l'interdiction lorsqu'il a d'abord expérimenté avec elle. Sur le sujet de la magie interdite, Carmilla se souvient de quelque chose qui ressemble à la vie artificielle de sa propre vie. Cela s'est produit pendant le règne du Seigneur Démon, et il faisait souvent la guerre en utilisant des golems animés par des sorts interdits. Juste à ce moment-là, Zenos entend le chaos éclater dehors, alors Carmilla se porte volontaire pour enquêter, et à sa grande surprise, elle constate qu'une grande partie des bidonvilles est en flammes alors qu'un golem déchaîné sème le chaos. Il s'avère qu'Aston était vraiment aussi vindicatif parce qu'il a effectivement essayé de faire tuer Zenos. Le problème était qu'Aston était complètement fauché et ne pouvait pas se permettre un tueur légitime, alors quelqu'un l'a dirigé vers le guide. Le guide a dit qu'il envisagerait peut-être de le faire gratuitement, mais seulement après avoir entendu toute la situation pour juger si cela valait même son attention. Aston a tout étalé, râlant en détail sur ce qui s'est passé, et le guide n'a pas pu s'empêcher de rire. Aston était un clown pathétique et égocentrique, et tout ça était juste triste. Mais quand même, l'idée de cibler Zenos semblait amusante, et cela a donné au guide une excuse parfaite pour tester l'une de ses dernières petites créations. De retour dans le présent, Zenos et Carmilla venaient d'arriver en ville, et de près, la scène était bien pire qu'ils ne l'avaient imaginé. Les bâtiments étaient en ruine, les rues dévastées. Peu après, Linga, Léo et Zofia sont arrivés, demandant de l'aide à Zenos, parce que le golem avait gravement blessé beaucoup de leurs gens.
Zénos a demandé s'ils avaient une idée d'où cela venait, mais ils étaient tout aussi perdus. La seule chose qu'ils avaient vue était le golem venant de l'autre bout des bidonvilles, mais cela n'expliquait rien. Entendre cela rendit Zénos mal à l'aise. Si les créatures venaient du fond des bidonvilles, la guilde souterraine pourrait être impliquée dans ce désordre. Mais ce n'était pas le moment de spéculer. Alors, il se tourna vers les autres et leur dit de commencer à rassembler tous les blessés en un seul endroit pour qu'ils puissent commencer à les soigner, et une fois qu'il aurait terminé, il jura qu'il ferait payer quiconque avait causé ce désastre. Pendant ce temps, le guide observait la dévastation à une distance confortable, se sentant plutôt satisfait des capacités du golem, bien qu'il ait noté que sa vitesse laissait à désirer. Cependant, pour un premier essai, il était plus que capable de mener à bien la mission. Il ne savait pas grand chose sur Zénos, mais il avait hâte de voir comment le gars réagirait une fois que ses amis commenceraient à tomber les uns après les autres, juste devant eux. De retour dans la ville, Linga, Léo et Zofia ont rassemblé leurs forces, leur ordonnant de localiser tous les survivants et de les amener directement à Zénos. Une fois qu'ils avaient tout le monde, Zénos se prépara à lancer le sort, mais avant cela, il avertit Carmilla de reculer afin d'éviter d'être affecté par l'incantation. Il lança ensuite un soin puissant sur toute la zone, et en quelques instants, les personnes qui étaient au bord de la mort furent de nouveau sur pied, et Zénos leur dit d'évacuer la zone aussi vite que possible. Il s'est ensuite déplacé personnellement, guérissant quiconque n'avait pas été pris dans la portée principale, et oui, il était énervé. Non seulement il avait été tiré de son lit en pleine nuit, mais il devait aussi soigner littéralement des foules de personnes blessées, et il n'y avait même pas de garantie qu'il soit payé pour ça. Mais une chose était certaine, que quiconque contrôlait ce golem allait devoir en répondre. Mais jusqu'à présent, il n'avait toujours aucune idée de qui était derrière tout cela, ni pourquoi l'attaque avait même été menée. De retour avec le guide, et il est honnêtement choqué que Zénos ait réussi à sauver chaque personne blessée, parce qu'il était presque certain qu'au moins quelques-unes mourraient dans le chaos. Rien qu'en regardant, il était évident que Zénos était un guérisseur de premier ordre. Mais malgré tout ce pouvoir, à moins qu'il ne désactive le golem, la destruction continuera de s'accumuler. Zénos venait de finir de soigner les blessés, et avec la zone enfin dégagée, le golem était toujours là dehors, à détruire tout ce qu'il voyait. Zénos regarda Carmilla et lui demanda s'il y avait une petite chance que la chose se lasse et s'en aille, mais elle a immédiatement écarté cette idée. Les golems sont conçus pour suivre les ordres jusqu'à ce que la tâche soit terminée, et d'après ce qu'ils avaient vu, celui-ci avait reçu l'ordre de détruire les bidonvilles. Ça n'allait pas s'arrêter avant que tout soit parti. Ce qui rendait les choses encore pires, c'était le fait que les pierres de mana de haute qualité, le genre nécessaire pour fabriquer des cœurs de golem, étaient censées avoir été complètement anéanties pendant la Grande Guerre. Donc logiquement, personne ne devrait plus avoir accès à quelque chose d'aussi rare. Zénos espérait vraiment avoir un répit, mais clairement ce n'était pas le cas. Il ne pouvait pas rester là à ne rien faire et laisser cet engin continuer à dévaster l'endroit, il devait s'en occuper maintenant avant que les dégâts ne s'aggravent. Ensuite, le trio de Totally Spies s'est avancé et a proposé de se joindre à lui dans le combat, mais Zénos a demandé s'ils en étaient sûrs car il ne pouvait pas leur promettre qu'il serait capable de les soigner en plein combat si les choses tournaient mal. Il comprenait les risques, mais il ne renonçait pas. C'était aussi leur maison et il n'allait pas rester à la regarder se faire démolir. Zénos était content de les avoir à bord, mais il ne pouvait pas foncer sans un plan. Alors, il se tourna vers Carmilla et lui demanda si elle savait comment abattre un golem. Elle lui dit que, à moins de détruire la pierre de mana qui alimentait le noyau, cette saleté continuerait à se relever peu importe les dégâts subis. C'était une mauvaise nouvelle pour Zénos, car il espérait vendre plus tard le noyau du golem et se faire un peu d'argent supplémentaire. Mais il n'y avait pas d'autre option, alors il a donné l'ordre. Frapper la chose avec tout ce qu'ils avaient et il s'occuperait du soutien. Donc les filles n'ont pas perdu une seconde et se sont précipitées. Alors qu'ils avançaient, Zénos leur a lancé un sort d'agilité pour augmenter leur vitesse de mouvement. Juste avant de s'engager, il a suivi avec un enchantement de force qui leur a donné juste assez de puissance brute pour détruire complètement l'une des jambes du golem. Le gros morceau de pierre enchanté s'est brisé et le golem a perdu l'équilibre, s'écrasant au sol. Mais la victoire n'a pas duré car au moment où il a touché le sol, son cœur s'est illuminé. Et avant que quiconque puisse même respirer, le golem a commencé à se régénérer à nouveau. Le golem a ensuite donné une claque à Linga si fort qu'elle a été projetée à travers 3 bâtiments avant de s'arrêter. En réalité, elle aurait dû avoir tous les os du corps brisés après ce coup, mais grâce à la magie de Zénos, elle s'en est sortie indemne. Cela faisait longtemps que Zénos n'avait pas été dans un véritable combat, donc il était un peu rouillé, mais cela disparaissait rapidement. Il devait juste se rappeler de 2 choses. Premièrement, s'il s'éloignait trop du groupe, ses sorts d'amélioration ne les atteindrient pas. Deuxièmement, comme les améliorations de guérison, de vitesse et de puissance avaient chacune une séquence d'incantations différentes, il ne pouvait pas les activer toutes ensemble. Il devrait donc les alterner en temps réel en fonction du déroulement du combat. Après quelques minutes, Zénos a compris que le golem ne se régénérait pas instantanément. S'il le frappait assez fort d'un coup, il resterait à terre, au moins pour un moment. Il a alors crié aux filles de casser ses 2 jambes, et une fois qu'elles l'ont fait, la chose a commencé à s'écrouler à nouveau. Mais juste au moment où elle tombait, quelque chose a mal tourné.
Zofia a soudainement crié qu'il y avait un enfant piégé à l'intérieur d'une des maisons voisines et que le golem allait l'écraser. Zenos a essayé de l'atteindre mais elle était trop loin. Il ne pouvait pas lancer un sort de protection sur cette distance à temps, alors il a sprinté vers elle, espérant la sortir. Mais il n'a pas réussi et la fille aurait dû être morte. Mais ensuite, d'une manière ou d'une autre, le golem s'est arrêté en pleine chute et a évité de la toucher. Ce n'était pas normal parce que les golems n'étaient pas conçus pour se soucier des gens et selon Carmilla, ils n'avaient pas la capacité cognitive de protéger les gens, donc quelque chose clochait clairement avec celui-ci. Zenos a scanné la construction et voilà, Aston était piégé à l'intérieur. Le guide était vraiment surpris par la rapidité avec laquelle Zenos a assemblé les pièces. Cependant, il s'en fichait parce que le fait que Zenos sache ne changerait rien du tout. Le cristal de mana qu'il a utilisé était défectueux. Il ne pouvait pas créer un golem standard tout seul. Alors il a utilisé un humain comme noyau à la place et Aston avait été le cobaye parfait. Le guide l'a attiré, a planté le cristal dans sa poitrine et l'a utilisé pour générer un noyau de golem fonctionnel. À partir de ce moment, Aston et le golem sont devenus définitivement fusionnés. Maintenant, le guide observait attentivement, curieux de voir comment Zenos réagirait. Après avoir sauvé toutes ses vies, pouvait-il vraiment tuer quelqu'un? Zenos prit une longue respiration, puis demanda calmement aux autres de dégager le champ de bataille. Les filles hésitèrent, car elles ne comprenaient pas pourquoi Zenos voulait qu'elles se retirent alors qu'elles étaient à quelques secondes de finir le combat. Mais maintenant que Zenos savait ce qui se passait vraiment, il a réalisé que ce n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient gérer ensemble, et que c'était quelque chose qu'ils devaient affronter seuls. Bien qu'il ne comprenait pas toute la situation, il faisait confiance au jugement de Zenos, et sans poser de questions, ils se sont retirés du champ, lui laissant l'espace dont il avait besoin. Une fois que les autres avaient dégagé la zone, Zenos a fait face à Aston et a dit qu'il était temps de mettre fin à cela une fois pour toutes. Toute leur relation a commencé lorsqu'Aston l'a sorti des bidonvilles, mais même à l'époque, c'était tout à fait intéressé. Pourtant, à l'instant où il a sauvé cette petite fille, quelque chose a changé. Zenos se souvenait de ce que Gil lui avait dit autrefois, l'obsession d'Aston pour la richesse et le pouvoir provenait d'un passé tragique. Quand Aston était enfant, sa petite sœur est morte parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer un guérisseur, et depuis, il poursuivait l'argent et le contrôle comme un homme possédé. Cette fille devait lui rappeler sa sœur, c'est probablement pourquoi il est intervenu instinctivement. Cela ne compense pas toutes les bêtises qu'Aston a faites, mais cela fait se demander à Zenos s'il y a peut-être encore une once d'humanité enfouie quelque part. Mais en ce moment, Aston avait perdu la tête et Zenos n'avait pas le temps de savoir s'il pouvait être sauvé, alors il a sorti son scalpel. Aston a alors essayé de l'écraser sur place, mais Zenos a esquivé et transformé le scalpel en une lame, tranchant net à travers les deux bras d'Aston. Il a ensuite sauté dans les airs et a ouvert la poitrine du golem, exposant le vrai corps d'Aston. Il détestait faire ça, mais il devait s'assurer qu'Aston ne pouvait plus causer de chaos, alors il l'a tailladé à travers le torse. Le guide regardait en silence, vraiment surpris que Zenos ait agi si résolument. Mais encore, d'après ce qu'il avait entendu, Aston avait maltraité Zenos pendant des années, donc c'était peut-être personnel ou même une vengeance. Mais ce n'était pas ça, car ce que Zenos faisait était beaucoup plus précis. Il ciblait uniquement les parties d'Aston qui étaient fusionnées avec le noyau de mana. Il les coupait chirurgicalement sans les tuer, et une fois ces parties coupées, Zenos intervenait et commençait à guérir le corps d'Aston. Le guide était stupéfait parce que réussir quelque chose comme ça demandait une précision et une concentration incroyables, et le gars venait de guérir toute une ville il y a à peine 10 minutes. Zenos lui-même ne se souciait même pas de savoir si Aston vivait ou mourait. Il n'en perdrait pas le sommeil de toute façon, mais quelqu'un devait payer pour les destructions et il savait très bien qu'Aston était trop fauché pour payer les dégâts lui-même. Donc il a refusé de le laisser mourir, pas avant qu'il ait révélé le nom de la personne qui a créé le golem. Et même si Aston était un sale type, Zenos ne pouvait ignorer le fait que s'il n'avait pas reçu cette pièce de rupture, il n'aurait jamais pu sauver Lily et sa clinique n'existerait pas aujourd'hui. Et plus important encore, Zenos avait fait le serment de sauver autant de vies qu'il pouvait et ce serment s'étendait même à Aston. Zenos leva alors sa lame une dernière fois et l'abattit sur le cristal de mana, le brisant complètement et libérant Aston du golem une fois pour toutes. Les choses se calmèrent enfin après tout le chaos et une fois qu'Aston revint à lui, le poids de tout cela le frappa. Pour la première fois, il a vraiment compris à quel point les capacités de Zenos étaient incroyablement folles. En étant piégé à l'intérieur du golem, Aston était resté partiellement conscient, juste assez pour voir Zenos coordonner les chefs en plein combat comme un stratège de champ de bataille. C'est là qu'il a compris. Zenos devait faire la même chose quand il faisait partie de l'ancien groupe d'Aston. Être transformé en marionnette et utilisé comme une ordure a fait réaliser à Aston à quel point il avait été un connard tout le long. Il savait qu'aucune excuse au monde ne pourrait effacer les conneries qu'il avait faites, mais il devait quand même essayer.
Zenos cependant n'était pas d'accord. Il ne supportait pas de regarder Aston bafouiller des regrets à moitié formés. Il lui a dit de lever la tête, non pas parce qu'il lui pardonnait, mais parce qu'il voulait lui donner un coup propre avant de rentrer chez lui. Il avait envie de frapper Aston au visage depuis des années, et mettre KO un type à moitié conscient n'aurait pas été satisfaisant. Mais maintenant qu'il était éveillé, rien ne l'arrêtait. Zenos a calmement lancé un sort de renforcement de force 10 fois plus puissant, a avancé lentement comme un homme marchant vers son destin et a donné le coup de poing le plus cathartique de toute sa vie. Aston est tombé à terre et quelques heures plus tard, il s'est réveillé avec un mal de tête lancinant et Krishna debout à ses côtés. Elle lui a calmement dit qu'elle avait déjà croisé Zenos plus tôt, donc elle avait une assez bonne idée de comment tout s'était passé. Puis elle a ajouté qu'il avait vraiment de la chance que personne ne soit mort, sinon il serait en train de faire face à des accusations de meurtre à l'heure qu'il est. Cela dit, elle l'arrêtait quand même pour une liste entière de choses. Dégradation de biens, agression et d'une manière ou d'une autre, outrage public à la pudeur. Car apparemment le coup de poing de Zenos lui avait arraché jusqu'au dernier vêtement. Et elle a également mentionné que Zenos lui avait laissé quelques mots d'adieu. Le premier message, Zenos avait pris l'épée d'Aston pendant qu'il était inconscient. C'était une lame bien conçue et la vendre devrait suffire à couvrir tous les dommages qu'il avait causés. Ensuite, Krishna lui a dit qu'il y avait un message de plus et a demandé à Aston de regarder sa main. Et quand il l'a ouverte, il a vu une seule pièce d'or, l'idée de Zenos de l'indemnité de départ. Donc c'était ça. Et avec cette pièce, Zenos ne voulait plus jamais le voir ou entendre parler de lui. Aston était assis là, les yeux rivés au sol, se sentant complètement anéanti. Il savait pertinemment qu'il le méritait, mais maintenant il n'avait vraiment plus rien. Puis nous voyons qu'après tout ce qui s'est passé, Zenos pouvait à peine se tenir debout. Ses jambes étaient en coton et il fonctionnait clairement à bout de souffle. Les autres ont proposé de le ramener chez lui, mais il a insisté pour qu'ils ne le fassent pas. Il pensait qu'ils étaient tout aussi épuisés que lui. Pourtant, les filles n'ont pas écouté. Après toutes les fois où Zenos les avait soutenues, littéralement et figurativement, c'était à leur tour de rendre l'appareil. Pendant ce temps, de retour à la clinique, Carmilla avait déjà tout raconté à Lily sur ce qui s'était passé. Alors, quand Zenos est enfin arrivé chez lui, Lily l'a accueilli chaleureusement et lui a demandé s'il voulait une tasse de thé chaud. Puis Krishna est entré et a dit qu'elle avait tout fait pour retrouver les responsables de l'incident du golem, mais qu'elle était dans une impasse. La seule piste qu'elle a réussi à découvrir était qu'il s'agit de quelqu'un connu sous le nom de Le Guide, et d'après ce qu'elle a compris, ce type est totalement injoignable. Elle a essayé de retracer les pas d'Aston jusqu'à l'endroit où ils se seraient rencontrés, mais quand elle est arrivée, toute la zone avait déjà été nettoyée, comme si elle n'avait jamais existé. Zofia a aussi essayé de se renseigner auprès des guildes souterraines, et d'après ce qu'elle a pu comprendre, le guide n'a commencé à apparaître là-bas que récemment. En dehors de cela, personne n'a la moindre idée de qui il est, donc interroger les habitants ne les mènera nulle part. Krishna dit qu'elle classe le guide comme une menace de haute priorité, mais à en juger par la façon dont il a soigneusement couvert ses traces, elle doute qu'il montre de nouveau son visage de sitôt. Cela dit, Zofia n'y croit pas parce que des gens comme lui ne disparaissent pas simplement à moins qu'il n'ait quelque chose de massif en préparation en coulisses. Et si c'est vrai, il ferait mieux de se préparer à l'enfer qu'il pourrait déchaîner ensuite. Krishna lui dit d'arrêter de tirer des conclusions hâtives car ils n'ont pas de preuves solides que le type reviendra, mais Zofia réplique aussitôt, soulignant que Krishna faisait exactement la même chose il y a une minute. Zenos soupire et leur dit à tous les deux de se détendre avant qu'ils ne commencent une autre dispute, puis demande à Krishna pourquoi elle est assise à l'autre bout de la pièce, loin de tout le monde, car essayer de tenir une conversation comme ça est un cauchemar. Krishna dit que même si elle apprécie l'aide de Zofia lors de l'incident du golem, elle ne peut pas être vue traînant avec des demi-humains comme ça, pas tant qu'elle est encore chevalier royal. Zenos peut déjà dire que cela va dégénérer, et il n'en veut rien, alors il pousse tout le groupe à la porte et leur dit de ne pas revenir aujourd'hui, à moins qu'ils ne saignent. Une fois que tout le monde est parti, Zenos s'effondre dans son siège et essaie de se détendre. Mais ensuite, Lily s'approche timidement et dit qu'elle a une idée. Elle sait qu'il doit être épuisé après avoir brûlé autant de mana pendant le combat contre le golem, et elle s'apprête à proposer d'aller ensemble à une source chaude quand soudain Zofia revient en trombe et la devance, invitant bruyamment Zenos à se joindre à elle pour une excursion à la source chaude pour se rafraîchir. Zenos pense que ce pourrait être un bon moyen de changer sa routine habituelle, donc il accepte et Zofia part avec un grand sourire sur son visage et Lily reste sans voix. Peu de temps après, Linga arrive. Elle regarde rapidement autour d'elle pour s'assurer que la voie d'Ishmael est libre, puis se penche et demande à Zenos s'il veut aller aux sources chaudes avec elle. Zenos est toujours très partant pour l'idée des sources chaudes, mais il ne peut pas vraiment dire oui parce que Zofia lui a déjà demandé en premier. Mais avant qu'il ne puisse même expliquer, Linga sourit juste et dit qu'elle le retrouvera là-bas, puis s'en va. Quelques instants après, l'eau arrive et Zenos n'a même pas besoin qu'elle parle parce qu'il sait déjà exactement ce qu'elle est sur le point de dire.
Bien sûr, elle est venue lui demander d'aller à la source thermale aussi. Et quand Zénos réagit comme s'il s'y attendait, l'eau le prend comme une confirmation et dit joyeusement qu'elle le verra là-bas. Puis, peu de temps après, exactement la même chose se produit avec Krishna. À ce stade, Zénos commence sérieusement à se demander ce qui se passe et pourquoi tout le monde agit soudainement comme si la source chaude était une sorte de champ de bataille romantique. C'est alors qu'il se souvient que Lily allait demander quelque chose plus tôt avant que les autres ne fassent irruption, mais maintenant elle reste là, silencieuse, visiblement gênée, et Zénos ne l'incite pas. Elle ne dit rien, mais il est évident qu'elle allait l'inviter aussi. Pendant ce temps, Carmilla a tout entendu depuis l'autre pièce. Elle est morte de rire en regardant Lily perdre sa chance après avoir rassemblé tout son courage. Zénos, bien sûr, n'a aucune idée de ce qui l'a fait rire. Pourtant, Carmilla pense que les choses vont devenir amusantes aux sources chaudes et elle ne veut pas manquer ça. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas eu l'occasion de se détendre là-bas de toute façon, alors elle annonce qu'elle vient aussi. Quelque temps plus tard, Zénos se détend enfin dans le bain lorsque Zofia entre avec assurance. Il lui dit immédiatement qu'elle n'est pas au bon endroit et que c'est le côté des hommes, mais Zofia lui fait signe que ça va. Elle a accroché un faux panneau de hors-service à l'extérieur, donc il ne devrait pas être dérangé. Zofia est venue prête à le séduire, sans aucune honte. Mais au lieu d'aller directement au but, elle décide de rester décontractée et d'entamer une petite conversation pendant qu'ils sont assis dans l'eau. Elle mentionne que les gens disent qu'elle est différente depuis qu'elle a rencontré Zénos, et il admet que c'est vrai, elle est beaucoup moins agressive qu'avant. Cependant, cela ne change pas le fait qu'elle est beaucoup trop proche pour se sentir à l'aise en ce moment. Zofia espérait le prendre au dépourvu et se glisser dans ses bras, mais Zénos remarque cela, alors elle devient impatiente et essaie de se frayer un chemin. Juste à ce moment-là, Linga débarque et l'accuse de sauter la queue, l'accusant de s'infiltrer juste pour avoir un moment seul avec Zénos. Mais soyons réalistes, Linga était là pour la même chose. Elle fait semblant d'être étourdie et commence à tituber vers Zénos comme si elle était sur le point de s'évanouir dans ses bras. Mais Zofia n'en démord pas et attrape Linga en plein milieu de sa chute, et les deux commencent immédiatement à se battre comme un couple de chats jaloux. En plein milieu de ce chaos, Luo émerge soudainement de l'eau comme un esprit guerrier et exige de faire partie de la folie en cours. Zénos la fixe et lui demande ce qu'elle fait ici, et plus important encore, pourquoi elle ne porte pas de serviette. Luo répond de manière désinvolte qu'elle se cachait sous l'eau tout ce temps, attendant juste le moment parfait pour être seule avec lui. Quant à l'absence de vêtements, elle a pensé offrir à Zénos une vue complète de sa silhouette athlétique et lui demande directement ce qu'il en pense. Zénos plisse les yeux, mais la lumière derrière elle rend impossible de voir grand chose. Pas que ça ait de l'importance parce que toute la situation est insensée. Ils restent juste assis là, priant silencieusement qu'ils brûlent toute leur énergie à se battre et le laissent en paix. Mais ensuite, bien sûr, Krishna entre en trombe ensuite, furieux et criant à tout le monde d'avoir transformé le bain des hommes en cirque. Les autres répondent immédiatement en soulignant que Krishna n'a pas de leçon à donner, car elle est manifestement venue pour la même raison. Krishna insiste que ce n'est pas le problème, mais maintenant ils sont tous les quatre en train de se disputer et de se battre à propos de Zénos, et sa patience est à bout. Il finit par craquer et leur crie de disparaître et de retourner au bain pour femmes. C'est si fort que Yumin l'entend de l'autre côté. Elle se détend dans le bain pour femmes et ne peut pas croire à quel point certaines filles sont audacieuses à se faufiler du côté des garçons comme ça. Mais tout ce qu'elle peut faire, c'est espérer que leur drame ne gâche pas ses vacances. Une minute plus tard, les filles reviennent en traînant les pieds dans le bain des femmes, toutes déçues que Zénos les ait refusées. Mais étonnamment, elles ne sont pas en colère les unes contre les autres. Elles semblent en fait se rapprocher. Yumin est vraiment étonnée car ce n'est pas tous les jours qu'on voit une humaine, une louve-garou, une ogresse et une fille lézard passer du bon temps ensemble comme de vieilles amies. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde a bien profité de la vapeur, ils sortent tous pour profiter ensemble d'un bon repas d'après-bain. Krishna essaie toujours de faire comme si elle ne faisait pas partie de ce désordre, prétendant qu'elle n'est amie avec personne, mais même elle ne peut pas résister à jeter des coups d'œil amusés et à rire sous cape. Peu de temps après, Zénos borde Lily pour la nuit et sort sur le balcon, où Carmilla attend. Elle demande s'il commence enfin à profiter du voyage. Et Zénos admet que le dîner était agréable. Eh bien, c'était agréable, jusqu'à ce que les gens commencent à se saouler et à se battre pour savoir qui allait s'asseoir sur ses genoux. Carmilla éclate de rire et lui dit de savourer le calme tant qu'il le peut, car les choses vont sûrement redevenir chaotiques bientôt. Zénos lui dit d'arrêter de tenter le destin et de lui porter la poisse. Mais Carmilla hausse les épaules parce que l'instinct d'un spectre ne se trompe rarement. Cela rappelle à Zénos qu'il est presque sûr que les spectres ne peuvent pas rester longtemps sous le soleil, alors comment Carmilla est elle-même arrivée ici? Elle sourit et pointe un bâton appuyé contre le mur. Apparemment,
Elle a simplement possédé cet objet et a demandé à Lily de l'apporter. Les esprits ne peuvent habiter que des objets auxquels ils étaient liés de leur vivant, donc Zénos demande naturellement ce qu'elle faisait avant de mourir. Mais Carmilla n'aime toujours pas parler de son passé. Elle change de sujet, prend une bouteille et propose de lui servir un verre à la place. Le lendemain, une forte explosion retentit dans la cuisine et Yumin se précipite immédiatement pour voir ce qui se passe. Un des aubergistes est étendu par terre. Apparemment, il préparait le petit déjeuner quand les pierres de feu magiques à l'intérieur du poêle ont explosé et il a tout pris, son bras est en mauvais état, brûlé assez sérieusement. Mal Yumin intervient immédiatement disant qu'elle est guérisseuse et qu'elle fera ce qu'elle peut. Elle parvient à le stabiliser, mais elle admet même qu'elle n'est pas assez bonne pour réparer complètement les dégâts. Son bras est probablement perdu et elle insiste pour qu'il soit emmené à l'hôpital royal le plus proche dès que possible, bien que même dans ce cas, il ne retrouvera probablement pas l'usage complet de celui-ci. C'est alors que Zénos arrive pour voir ce qui se passe. Yumin l'appelle, demandant un peu d'aide pour transporter l'homme blessé à l'hôpital, mais d'où se tient Zénos, l'état du gars n'est pas vraiment si grave. Il pense que ce n'est pas la peine de faire le trajet jusqu'à l'hôpital et commence à s'en aller tranquillement. Avant de partir, cependant, et comme un petit geste de remerciement pour l'hospitalité pendant leur séjour aux sources, Zénos soigne discrètement l'homme, sans frais, sans tracas, tout simplement. Ça, il part avec Lily et du point de vue de Yumin, on dirait qu'il a complètement ignoré l'homme et est parti sans aider. Elle est sur le point de l'appeler pour ça, jusqu'à ce qu'elle baisse les yeux et voit que les blessures de l'homme ont complètement disparu. Pendant une fraction de seconde, elle se demande si peut-être sa propre guérison a fait plus qu'elle ne le pensait. Mais non, elle le sait mieux que quiconque. Son niveau de compétence n'est pas assez élevé pour réussir quelque chose comme ça. Seuls les utilisateurs de magie de haut niveau, les saints ou les guérisseurs légendaires, peuvent réaliser ce genre de miracle. Et c'est à ce moment-là que ça fait tilt. Zénos doit être un guérisseur de niveau élite. Elle retourne immédiatement le signaler à son supérieur et Bernardo est stupéfait d'apprendre qu'il y a un guérisseur de ce calibre qui se promène sans être remarqué. Si ce que dit Yumin est vrai, le royaume voudrait certainement quelqu'un comme ça travaillant pour eux, mais le retrouver sera compliqué, puisque Yumin se souvient à peine des détails, juste qu'il avait les cheveux noirs. Bernardo s'en moque au départ, se disant que si Zénos a guéri quelqu'un sans demander une seule pièce, alors c'est probablement un type bien, donc il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Enfin, jusqu'à ce que Yumin mentionne en passant que Zénos portait aussi un manteau noir, et là tout change. Bernardo reconsidère soudainement et décide qu'il vaut la peine d'essayer de retrouver ce type après tout. Yumin est d'accord avec l'idée, mais demande comment il compte s'y prendre. Alors il prend un moment pour y réfléchir. Si Zénos n'a pas de registre ou de licence officielle, cela doit signifier qu'il est non enregistré et travaille probablement quelque part dans les bas-fonds. Ce qui fonctionne très bien, car Bernardo a déjà le plan parfait pour le débusquer. Plus tard dans l'après-midi, Zone fait irruption dans la clinique de Zénos, traînant un Bernardo à moitié conscient derrière lui et demande frénétiquement de l'aide. Il ne sait pas qui est ce type, mais il a soudainement commencé à cracher du sang et s'est effondré, alors Zone l'a amené directement ici. Zénos avertit rapidement tout le monde de garder ses distances, au cas où ce serait contagieux, et commence un scan diagnostic rapide. Ce qu'il voit n'est pas joli, car les poumons de l'homme sont détruits, et cela rappelle à Zénos les symptômes observés dans le syndrome du poumon rouge. Alors, il dit à Lily de reculer, juste pour être en sécurité. Cette maladie a décimé des tonnes de gens à l'époque, et elle s'est propagée rapidement. Mais elle était censée être éteinte après la création du remède, donc Zénos n'a aucune idée de comment cet homme l'a attrapé. Soudainement, Bernardo se redresse, complètement alerte, et complimente Zénos sur la rapidité avec laquelle il a posé le diagnostic. Il se présente comme un guérisseur senior de l'hôpital royal, bien qu'il admette qu'il n'est pas vraiment connu pour ses compétences en magie de guérison. Alors Yumin se précipite dans la pièce, paniqué, et commence à gronder Bernardo pour avoir fait quelque chose d'aussi imprudent que de simuler une maladie mortelle juste pour rencontrer Zénos. Mais Bernardo insiste qu'il n'avait pas d'autre option s'il voulait le voir en face à face, et décide que la fausse maladie commence sérieusement à être pénible. Il sort un flacon de son manteau et en boit le contenu, expliquant que c'est un antidote. Il avait pris un médicament auto-conçu plus tôt qui imitait les symptômes du poumon rouge, sachant que cela inciterait les habitants à l'amener directement à la porte de Zénos. Mais c'est bon maintenant parce qu'il a déjà neutralisé le effet. Zénos demande pourquoi il a même quelque chose comme ça, et Bernardo dit qu'il l'a fabriqué il y a des années lorsqu'il expérimentait des souches de poumon rouge pendant les essais de vaccins. En entendant cela, Zénos se rend compte immédiatement que celui à qui il parle est le médecin responsable du développement du remède contre le poumon rouge. La même personne qui a obtenu le titre d'élite de guérisseur pour avoir sauvé des milliers de personnes. Cela mis à part, Bernardo explique que la vraie raison pour laquelle il voulait trouver Zénos était à cause de la façon dont il était décrit, en particulier le manteau noir, car cela lui rappelait quelqu'un qu'il a connu autrefois, savait. Il demande où Zénos l'a obtenu et Zénos lui dit qu'il appartenait à son professeur.
bien qu'il ne sache pas où se trouve son professeur maintenant. Avançant, Ernardo dit qu'il est là pour offrir à Zenos un poste à l'hôpital royal. Il y a une situation compliquée qui se développe, et il pourrait vraiment utiliser quelqu'un avec le niveau de compétence de Zenos. Expertise. Mais ensuite, les filles arrivent, ayant clairement entendu qu'il y avait un étranger louche qui l'embêtait, et elles sont prêtes à en découdre si nécessaire. Ernardo les rassure calmement qu'il n'est pas venu ici pour traîner Zenos contre son gré. Il veut juste faire une offre, tout simplement, et Zenos semble d'accord avec l'idée. Zofia lui lance un regard et demande s'il va vraiment le faire. Mais Zenos hoche la tête et dit que c'est la bonne décision. Maintenant que l'hôpital royal est au courant de sa petite clinique clandestine, il vaut mieux avoir quelqu'un comme Ernardo de son côté. De plus, lorsque le poumon rouge se répandait encore, Ernardo s'est personnellement assuré de livrer gratuitement des doses de vaccins dans les bidonvilles, et cet acte fait de lui une bonne personne, donc Zenos le considère comme quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Le lendemain, dans le cadre de l'accord, Zenos rejoint Ernardo et Yumin pour un voyage à l'hôpital royal. Et il est honnêtement surpris par la taille massive de l'hôpital royal. Après avoir serpenté à travers les couloirs, ils arrivent au bureau d'Ernardo, et une fois que Zenos se sent à l'aise, Ernardo ne perd pas de temps et commence à expliquer le travail qu'il lui a préparé. Apparemment, il y a eu récemment une vague de disparitions et il veut que Zenos s'en occupe. Zenos n'a pas de problème pour accepter le travail, mais il souligne que la reconnaissance n'est pas vraiment son point fort, alors il demande à Ernardo s'il est sûr de vouloir que quelqu'un comme lui s'occupe de ce genre de choses. Travail. Ernardo explique que, en tant que nouveau membre nommé à l'hôpital royal, Zenos aura accès à plusieurs programmes spécialisés, donc recueillir des informations devrait être relativement facile. Pourtant, Zenos s'inquiète que s'il attire trop l'attention, quelqu'un pourrait finalement découvrir son identité. Ernardo lui dit de ne pas s'en faire, car il a déjà créé une histoire de couverture pour Zenos. À partir de maintenant, si quelqu'un demande, Zenos vient de rentrer d'un séjour à l'étranger. Zenos n'est pas totalement convaincu que ça passera, surtout avec d'autres guérisseurs compétents autour, mais Ernardo dit que tant qu'il se porte garant pour lui, personne n'ira fouiller plus loin. Après cela, Yumin accompagne Zenos au dortoir de l'hôpital où il va rester pour les prochaines semaines, et à sa surprise, il trouve Lily déjà en train de l'attendre. Il demande immédiatement ce qu'elle fait ici et Yumin explique qu'Ernardo a approuvé les papiers pour que Lily emménage. Selon la politique de l'hôpital, les guérisseurs peuvent vivre avec des membres de leur famille ou leur conjoint. Donc Lily plaisante en disant que cela fait d'elle la femme de Zenos maintenant. Mais en réalité, Yumin l'a simplement inscrite comme la sœur cadette de Zenos. C'est elle qui a insisté pour que Lily vienne ici en premier lieu car elle pensait que Zenos serait plus à l'aise avec quelqu'un de familier à proximité. Et honnêtement, il était nerveux à l'idée de laisser Lily derrière, donc il apprécie le geste. Puis, Yumin sort pour donner à Zenos le temps de s'installer. Mais juste après son départ, Carmela apparaît également. Zenos comprend pourquoi Lily est ici, mais il ne peut pas comprendre pourquoi Carmela ferait tout le chemin jusqu'à la capitale. Pas qu'elle ait vraiment une raison, elle aime juste embêter Zenos puisque des choses folles ont tendance à se produire quand il est là. Zenos souligne qu'avec tous les guérisseurs dans ce bâtiment, elle risque de se faire exorciser si quelqu'un la repère. Mais Carmela ne semble pas du tout inquiète car, à part Zenos, il n'y a vraiment pas beaucoup de guérisseurs ici assez puissants pour l'exorciser de toute façon. Un peu plus tard, Zenos est assis dans la cafétéria avec Yumin et elle demande comment il s'installe dans le nouvel endroit jusqu'à présent. Zenos dit que ce n'est pas trop mal mais que les choses vont devenir mouvementées et il ne sait toujours pas comment obtenir une licence officielle de guérison. Yumin dit qu'elle peut lui expliquer le processus car elle sait comment cela fonctionne. Tout d'abord, vous devez réussir un test d'aptitude de guérisseur. Si vous y parvenez, vous êtes accepté à l'Académie royale de guérison. Ensuite, c'est des années d'études intenses, et si vous survivez à ça, vous pouvez passer l'examen final pour obtenir votre licence de guérisseur. Cela ressemble à un cauchemar, donc Zenos ne peut pas croire qu'il y ait des gens qui soient réellement prêts à traverser tout cela. Mais Yumin dit que ce n'est que le début. Une fois que vous avez obtenu votre licence, vous devrez passer une autre série d'examens si vous voulez devenir aventurier ou travailler sous des contrats militaires. Il y a encore plus d'exigences si vous voulez progresser dans les rangs des guérisseurs. La plupart des gens dans cette installation sont ici pour faire de la recherche ou pour améliorer leur niveau académique. Mais tout cela semble trop compliqué pour Zenos. Il l'interrompt et lui demande de passer directement à la partie concernant les personnes disparues. Yumin explique qu'une des personnes disparues s'appelait Alfred et qu'il était un guérisseur de haut niveau et un chercheur. Ce gars était connu pour être gentil et brillant en médecine, et même Ernardo lui a dit qu'Alfred avait joué un rôle important dans le développement du remède contre la maladie du poumon rouge. Zenos pense qu'Alfred semble être quelqu'un qui vaut la peine d'être sauvé, mais il ne sait toujours pas grand chose de la situation, alors il demande s'il y a des pistes. Alors, les portes de la cafétéria s'ouvrent et Goldrone entre. Zenos demande qui est ce type, et Yumin lui dit que c'est le vice-directeur de l'hôpital royal, également un guérisseur de classe 7 avancé.
Zenos n'a aucune idée de ce que signifie la classe 7, alors Yumin l'explique. Les guérisseurs sont classés en 3 niveaux, débutant, avancé et élite. Et chaque niveau a 7 échelons. Donc un soigneur de niveau 7 avancé est le plus haut point que vous pouvez atteindre avant de devenir élite. En résumé, Goldron est très important ici et apparemment il vise à devenir le prochain directeur de l'hôpital. L'actuel directeur n'est presque plus là car il est très vieux, donc Goldron gère pratiquement l'endroit maintenant. Mais sous sa direction, les choses ont beaucoup changé, mais pas nécessairement en mieux. Selon Yumin, les riches reçoivent un traitement VIP dès qu'ils tombent malades, tandis que les pauvres sont chanceux de repartir avec une poche de glace et un autocollant bon marché. Goldron ne se soucie même plus d'améliorer ses compétences de guérison, et le mot qui circule est qu'il a acheté son ascension au niveau. September Zenos a une assez bonne compréhension du genre de type que Goldran est, et honnêtement, il préférerait rester loin de lui. Mais l'éviter n'est pas vraiment une option puisque Yumin croit que Goldran pourrait réellement être impliqué dans l'affaire d'Alfred. Disparition. Goldran est connu pour recruter tous les guérisseurs talentueux qu'il peut trouver pour améliorer son image, et Alfred était l'un de ses talents exceptionnels. Zenos demande si Goldran a déjà fait une déclaration publique à propos de la disparition d'Alfred, mais apparemment, il a nié avoir quoi que ce soit à voir avec ça. Zenos comprend ce qu'il faut faire, mais la question est, comment diable est-il censé s'approcher de quelqu'un aussi haut placé? Mais Yumin dit de ne pas s'en faire. Si Zenos montre ses compétences incroyables en matière de guérison lors d'un des programmes de l'hôpital, Goldran finira par le remarquer tôt ou tard. Zenos sait qu'il est talentueux, mais il n'a jamais vraiment affronté d'autres guérisseurs auparavant. Il n'a donc aucune idée de son niveau, mais il est prêt à essayer. À ce moment-là, un des collègues de Yumin, appelé Crescent, s'approche et demande pourquoi elle se cache dans le coin sans lui. Yumin lui dit qu'elle a le droit de manger où elle veut, mais Crescent le prend mal et pense qu'elle se moque de lui. Ensuite, il remarque Zenos et se rend compte qu'il est le gars soutenu par une élite, guérisseur, ce qui le rend jaloux. Mais au lieu de déclencher quelque chose, il lance simplement une remarque passive-agressive, disant à Zenos de ne pas embarrasser son sponsor, et s'en va. Zenos se tourne vers Yumin, demandant ce que c'était. Elle explique que Crescent est un de ses camarades de classe, et qu'il était décent, mais depuis que Goldran l'a repéré, son ego est devenu incontrôlable. Zenos repense alors à ses premiers jours. Quand il était encore enfant, il a trouvé un cadavre dans une ruelle, et a commencé à pratiquer sa magie dessus, espérant le ramener à la vie. Mais juste au moment où il allait ressusciter le mort, son futur professeur l'a frappé. Le gars lui a dit de ne pas gaspiller son talent sur des cadavres et d'apprendre à aider les vivants à la place, et c'est le jour où sa vie a changé. L'homme a accueilli Zenos et a commencé à lui enseigner la magie de guérison avec un autre élève nommé Veritra. En seulement 1 an, ils étaient tous les deux déjà assez compétents pour traiter des blessures graves. Mais même alors, leur professeur les avait avertis. Soigner quelques coupures et contusions n'est qu'un travail de débutant. Vous restez un guérisseur de 3e ordre tant que vous n'apprenez pas ce que signifie réellement guérir. De retour au présent, Zenos assiste à son tout premier cours à l'académie et le sujet du jour se trouve être les créatures mortes vivantes. Alors que le professeur plonge dans le cours, Zenos est plutôt impressionné, non pas parce qu'il apprend quelque chose de nouveau, étant donné qu'il avait déjà acquis tout cela lors de ses aventures. Mais la façon dont le matériel est décomposé le rend facile à suivre même pour quelqu'un sans expérience sur le terrain. L'instructeur laisse ensuite la place aux questions et un des étudiants lève la main pour demander des informations sur les Wraiths. Malheureusement, le professeur n'a pas grand chose à offrir sur le sujet. Tout ce qu'il dit vraiment, c'est que les Wraiths sont au sommet de la hiérarchie des morts vivants. Les rencontres avec eux sont rares. Et dans la plupart des cas, elle se termine par l'anéantissement de tout le groupe d'aventuriers. Son conseil est de fuir, surtout si le spectre est capable de discours. Ce niveau d'intelligence signifie généralement que vous avez affaire à quelque chose de terriblement puissant. Zenos est un peu déstabilisé par cela, étant donné qu'il a littéralement un spectre parlant à la maison avec Lily. Il ne s'est jamais rendu compte que Carmilo était aussi dangereux, mais oui, il ne va rien dire et causer une panique. Le professeur demande alors si quelqu'un a déjà affronté des morts vivants. Le premier à se lever est, bien sûr, Croissant. Il se présente avec beaucoup trop de fanfares et se vante d'avoir été un aventurier et d'avoir éliminé environ 30 fantômes. Cela excite la classe, donc tout le monde commence à applaudir et à l'encourager, ce qui ne fait qu'alimenter son ego. Puis il remarque que Zenos ne applaudit pas et décide de le cibler, lui demandant combien de fantômes il a exorcisé. Zenos pourrait facilement en affronter 50 d'un coup s'il poussait vraiment, lui-même, mais il ne veut pas attirer l'attention, alors il dit avec désinvolture qu'il a déjà géré 30 avant. Crescent appelle immédiatement
C'est des conneries, mais Zenos tient bon, précisant que oui, il a combattu 30 fantômes en même temps, et la pièce devient silencieuse. Les autres sont choqués, essayant de comprendre ce qu'il vient de dire. Quelqu'un lui demande comment c'est même possible, et Zenos explique qu'il est une fois entré dans un labyrinthe hanté et qu'il a été submergé, alors il a simplement utilisé des sorts de guérison jusqu'à ce que tout soit éliminé. C'est à ce moment-là que la classe réalise qu'il parle du labyrinthe de Garmenton, un endroit si dangereux que même les aventuriers de classe Or l'évitent généralement. Alors la salle devient folle. Tout le monde est vraiment impressionné, sauf Crescent, qui boude simplement dans l'incrédulité, toujours convaincu que Zenos ment parce qu'il n'y a pas moyen qu'il ait été éclipsé comme ça. L'objet du prochain cours est les cercles magiques, et Crescent choisit délibérément le siège juste à côté de Zenos, déterminé à prouver qu'il est mieux. Zenos ne se souciait jamais vraiment des cercles magiques, et pensait toujours qu'ils étaient un peu inutiles, mais il doit quand même s'asseoir à travers le classe. Le professeur en dessine un sur le tableau, puis demande si quelqu'un veut se porter volontaire pour le recréer devant tout le monde. Crescent lève rapidement la main et marche avec assurance vers le devant, essayant clairement de se montrer. Il dessine un cercle magique parfait pour un sort de guérison basique, et le professeur loue sa précision. Ensuite, Crescent sourit et dit au professeur que Zenos aimerait aussi essayer. Zenos n'avait jamais prévu de participer, mais maintenant, il a été entraîné dedans. Comme il l'a dit avant, les cercles magiques n'étaient jamais quelque chose à laquelle il prêtait beaucoup d'attention. Mais il se souvient d'un cercle étrange que son maître lui a montré il y a des années. Alors, il s'avance et le dessine. Crescent commence à rire parce que le cercle ne ressemble en rien à ce qui est dans les manuels. Mais lorsque le professeur le voit, il s'arrête net, complètement stupéfait. Ce que Zenos a dessiné n'est pas simplement une guérison de base. Cela ressemble à un cercle de régénération, mais c'est différent. Zenos confirme qu'il s'agit d'un cercle de type régénération, mais c'est bizarre. Si quelqu'un a plusieurs doigts manquants, ce sort en fera repousser un au hasard. C'est excessivement complexe et consomme une tonne de mana, bien plus que la plupart des guérisseurs ne pourraient jamais gérer. Mais Zenos l'active avec aisance, admettant même que c'est un peu inutile pour lui puisqu'il peut faire repousser ses doigts plus rapidement avec ses propres méthodes. Le professeur se rend rapidement compte que Zenos n'est pas seulement talentueux, il est à un niveau supérieur. Il l'invite immédiatement à rejoindre son groupe de recherche, mais Zenos décline respectueusement. Pendant ce temps, Crescent est assis là, bouillant de rage, à cause de toute l'attention que Zenos vient de lui voler. Plus tard dans la même journée, la nouvelle de cet étudiant doué parvient à Goldran. On dit qu'il est assez fort pour éliminer 30 fantômes d'un coup, mais Goldran n'a pas le temps pour ça. Rumeur. Puis, un autre membre du personnel se précipite avec la nouvelle que plusieurs morts vivants ont été aperçus autour du cimetière. Cela donne une idée à Goldran. Il enverra Zenos pour s'en occuper, et si le gamin est vraiment aussi bon que ça, alors peut-être qu'il envisagera de l'amener. Cette nuit-là, Zenos est envoyé avec un groupe d'étudiants pour une mission d'exorcisme, Crescent inclus. Crescent prend les choses en main, dirigeant les autres à l'intérieur, mais il se retrouve vite entouré et Crescent commence à perdre cela. Juste au moment où les choses s'apprêtent à mal tourner, Zenos lance un puissant sort de guérison et élimine tous les fantômes en un instant. Zenos dit à tout le monde qu'ils ont fait du bon travail en attirant les fantômes pour qu'ils puissent les achever. Mais avant même qu'il ne termine sa phrase, Crescent intervient et revendique le mérite du puissant sort de guérison. Les autres étudiants ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, alors il le croit quand il dit que c'est lui qui a sauvé la situation. Il leur dit même d'aller se vanter auprès de leur professeur à quel point il est incroyable. Et puis il se dirige vers Zenos et lui dit carrément qu'il ne reconnaîtra jamais ses compétences. Zenos n'a honnêtement rien à faire du besoin désespéré de Crescent pour... Attention, mais si Crescent veut vraiment être le héros, il ne devrait pas partir tout de suite, car la vraie menace n'est même pas encore apparue. Crescent n'a aucune idée de ce que Zenos raconte, mais quelques secondes plus tard, le sol se déchire et un roi zombie massif en sort. Les étudiants n'en croient pas leurs yeux qu'une chose aussi dangereuse soit apparue, mais ils ne sont pas trop inquiets. Après tout, ils pensent que Crescent va s'en occuper. Et il va le faire tout seul, car il n'y a aucune chance qu'aucun d'eux ne s'approche de cette fichue chose. Yumin et Zenos pourraient intervenir, mais ils préfèrent ne pas se mettre sous le feu des projecteurs de Crescent, alors ils décident de s'asseoir et de voir comment les choses se passent. Pour lui donner un peu de crédit, Crescent fait une tentative. Il essaie de détruire le roi zombie avec son plus puissant se rétablir, mais cela ne fait guère de différence. Il n'a aucune chance de gagner ce combat, mais sa fierté ne lui permet pas de reculer, alors il continue de tourner en rond pour ne pas se faire écraser. Alors que tout ce chaos se déroule, Yumin dit à Zenos que les morts vivants puissants ont tendance à attirer les plus faibles, il y a donc de fortes chances que les fantômes de tout à l'heure suivaient simplement le roi zombie, Lead. Mais Zenos a l'impression qu'il se passe quelque chose de plus ici. Quoi qu'il en soit, Crescent se fait sérieusement malmener maintenant, et Zenos pense qu'il est temps d'intervenir. Mais Yumin l'arrête un instant, elle se soucie toujours de Crescent, mais elle veut qu'il apprenne une leçon difficile. Premièrement, Crescent s'est débrouillé en lançant des sorts de guérison chaque fois qu'il s'écrase contre un mur, mais finalement, le zombie l'attrape. Et juste quand il est sur le point de le dévorer, Zenos intervient. Il se prépare à utiliser un de ses meilleurs sorts, et une fois chargé, il lance Mega Heal.
Une lumière éblouissante inonde le champ de bataille et une vague d'énergie de guérison pure réduit le monstre en décomposition à néant. Et maintenant que le roi zombie est réduit en poussière, le travail est enfin terminé. Mais le commentaire précédent de Yumin sur les morts vivants attirés par des morts vivants plus puissants commence à hanter Zenos. Et il ne faut pas longtemps avant qu'il ne comprenne que Carmilla est la véritable raison pour laquelle ces fantômes et ce zombie sont apparus ici en premier lieu. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié le récapitulatif et que vous êtes impatient du prochain épisode, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos récapitulatifs quotidiens.